Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, c'est une histoire, je pense, comme vous n'en aurez, c'est même sûr, jamais entendu de votre vie, puisque c'est l'intro et que c'est d'usage. On veut simplement vous dire, le simple fait que ton premier combat de MMA c'était contre Charles Oliveira, c'est peut-être le truc le moins fou de ta vie, et c'est vous dire là où on en est. Et puisque c'est l'introduction, c'est une des histoires les plus inspirantes que j'ai entendues, parce que, pour faire très court, et bien sûr on va en revenir en détail, à 15 ans, on est en 2001, c'est le 11 septembre, à la télé tu vois des images qu'on connaît tous bien évidemment, s'en suivent, mais pour d'autres raisons qu'on va aborder, parce que c'est vraiment important, notamment l'exclusion, etc. On en arrive à, tu veux rejoindre les rangs de Ben Laden en 2001, et c'est le MMA qui va te sauver la vie, parce que ça va te donner une autre voie, une meilleure voie, pour juste réussir ta vie de la manière dont tu l'entendais et accomplir un destin qui aujourd'hui, vu tout ce que tu as accompli, même dans ta vie perso, etc., on va parler de tout ça. Ça va être, je pense, vraiment très intéressant pour tout le monde, parce que c'est une histoire qui est universelle. Mehdi Bagdad, si t'es chaud, c'est parti. C'est parti. Soit. En fait, tout simplement, je crois que là, il me reste qu'à te lancer. Comment est-ce qu'on en arrive à ce moment-là, en 2001 ? Est-ce que tu peux nous faire rembobiner un peu, nous raconter un peu ton enfance et comment t'en es arrivé là ? Ok, parfait. Je vais faire un petit tunnel. En fait, étant jeune, je viens d'une famille d'un grand frère et une petite sœur, avec des parents qui étaient des gros travailleurs. Ma mère qui est foraine, qui vient des marchés, une famille de 13 enfants. Les 13 travaillent sur les marchés. Depuis tout jeune, ma mère m'a appris le travail paie. Donc j'ai toujours travaillé sur les marchés depuis tout petit. Depuis l'âge de 10 ans, je travaille sur les marchés et j'ai toujours eu ce que je vous voulais, à une condition que je venais travailler pour me le payer. Et étant jeune, j'ai vécu dans un quartier, on va se dire, assez paisible, au bord de la plage. Et dans ce quartier, comment on dit Ouais, dans ce voisinage, c'est l'environnement dans lequel tu as grandi. Exactement. Et un peu un quartier bourgeois, on va dire. Et j'étais la seule famille maghrébine, même seule famille africaine des alentours. Et des fois, moi, j'aimais bien jouer à la PlayStation parce que c'était mon seul ami. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Souvent, les parents disaient à leur enfant ne reste pas avec les Arabes. J'ai même une anecdote, un ami de classe qui s'appelle Vincent, qui m'avait dit ma maman elle veut pas que je reste avec toi, elle veut pas que je reste avec les Arabes. Ça m'avait beaucoup touché et je me sentais vraiment à l'écart. J'ai essayé même de ne pas bronzer durant l'été pour pas être trop foncé. Même à l'école, en salle de classe. Les premiers jours, j'avais un peu honte de mon nom de famille. Je m'appelle Bagdad. C'est pas un surnom. Depuis tout petit, on me dit ouais, ton surnom, ton nom de combattant. Non, c'est mon vrai nom de famille. Et j'avais peur quand on faisait l'appel et quand on m'a annoncé Mehdi Bagdad et tout le monde se retournait, ils me regardaient et tous y rigolaient. Et de temps en temps, il y avait même les profs qui rigolaient parce que c'était plus fort qu'eux. Et donc voilà, je me suis senti vraiment mis à l'écart et j'ai toujours voulu. Je ne baissais pas les yeux et je voulais toujours me battre. Donc j'ai toujours, à chaque fois que quelqu'un rigolait de moi, je le frappais. Même petit, j'ai toujours été la personne qui attendait tout le monde à la sortie. Donc j'ai toujours aimé la bagarre, j'ai toujours voulu me battre à cause de ça. Quand tu nais avec un nom Bagdad, c'est un nom de guerre. Donc je pense que t'es prêt à aller à la guerre en fait. Et puis tu me dis si je me trompe, mais tu vois même... J'imagine, tu vois, juste dans ta manière de voir les choses peut-être à l'époque, vu que de toute façon personne ne voulait être ami avec toi, que de toute façon tout le monde se moque, que tout le monde rigole dès qu'ils entendent ton nom et que donc personne veut jouer avec toi, personne veut parler avec toi, etc. En fait, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais qu'en fait du coup le seul moyen finalement d'avoir un peu d'attention, et humainement on en a besoin, c'est comme de la nourriture, d'avoir l'attention des autres. En fait du coup... vaut mieux de l'attention négative que pas d'attention du tout, et que c'est probablement ça qui te venait à l'esprit aussi. Exactement. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer une famille qui était d'origine algérienne, des juifs algériens. C'était la seule
famille, il s'appelait Jérémy Sebaoun, je me rappelle, qui m'invitait à ses anniversaires. C'était le seul qui m'invitait vraiment à ses anniversaires et je le remercie encore parce que ça me touche encore jusqu'à aujourd'hui parce que pour moi, voilà, quelqu'un, quand on m'invitait à un anniversaire, j'étais vraiment content, j'étais vraiment sans amis. Quand ma mère, elle me faisait sortir, allez, va te promener dans le quartier, parce qu'elle en avait marre que je reste à la maison. Et même dans le quartier, quand je promenais, t'avais les voisins qui regardaient à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit maghrébin? Ils pensaient que je venais pister les maisons. Et souvent, on me disait qu'est-ce que tu fais là? Rien, après, j'avais pas un très bon vocabulaire à l'époque. Voilà, ta mère, voilà, Ouais, tu répondais parce que... J'avais 5-6 mots et je faisais une phrase avec. Hein. Et voilà, mais si tu pars pas, on appelle la police. Donc, ou ils me couraient après, ou ils appellent la police. Et la police est venue plus de 11 fois. Alors que tu étais dans ton quartier, littéralement. J'habitais à 3 pâtés de maison à côté. Mais voilà, je leur disais pas que j'habitais là. Je joue aussi dans le jeu. Je leur dis pas, j'habite à côté, vous inquiétez pas. Ouais, t'avais pas envie de t'écraser non plus. Voilà, et j'attendais la police. Oui, bonjour. La première fois, j'avais 12 ans. Bonjour, vous avez une pièce d'identité? Qu'est-ce que vous faites là? Rien, je joue. Et je disais la vérité, je joue. Je disais pas, rien, j'habite là. Je joue. Ok, pièce d'identité? Et moi, à l'époque, je connaissais un petit peu... on n'a pas à avoir une pièce d'identité à 12 ans. C'est à partir de 14 ans. Je fais, j'ai pas de pièce d'identité, c'est pas obligatoire d'avoir une pièce d'identité à 12 ans. Ok. Quelque chose de dangereux sur vous? Non, j'ai 12 ans. Ok, mettez les mains sur le capot. Et moi, je dis ça, comme tu viens de dire, j'ai gagné un truc, tu vois, j'étais content. Ouais, on s'intéressait à toi. Voilà, on s'intéresse à moi. Tu voyais le voisin, il était là, il rigolait, il était content et tout. Et voilà, menottes au poignet, à l'âge de 12 ans. Et quand on m'a mis les menottes au poignet, j'étais content. Et d'un autre côté, j'ai senti de la tristesse. Et j'ai pleuré à l'intérieur pour pas montrer aux voisins et à la police. Et voilà, et on me fait rentrer dans la voiture ou dans le fourgon, parce que je me suis fait embarquer 11 fois devant chez moi. Et à chaque fois pour ces raisons-là, où en gros, t'as des gens qui venaient, qui disaient qu'est-ce que vous foutez là, tu fous là? Ouais. En plus, j'avais une tête, j'avais les cheveux longs, je ressemblais à un gitan arabe. C'était, voilà. Et souvent, la police me ramenait à la cité d'à côté, de la ville d'à côté. Pas dans les HLM de ma ville, où il y avait des petits HLM, où il y avait quelques maghrébins, mais il me ramenait carrément dans la ville d'à côté, où il y a une des plus grandes cités du Var, qui s'appelle la Cité Berthe, à la Seine-sur-Mer. Et il me disait carrément, la première fois qu'il m'a embarqué, il m'a dit, t'habites où maintenant? J'habite où maintenant? On va pas au commissariat? Non, on te ramène chez toi. Et je vous ai pas dit j'habitais là, moi. T'habites où? Mais j'habite où? On m'a embarqué. Quoi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais tu m'as pas demandé. Tu m'as dit qu'est-ce que tu fais là? Je fais là, je joue. Si c'est pas vrai, tu vas dormir au poste. Nanana. Ok. On arrive là-bas et il voit sur ma boîte aux lettres Bagdad. Pas 30 000 Bagdad. Hein. Et là, ben, il m'enlève les menottes et il me laisse partir. Et alors 11 fois, sur les 11 fois, on m'a ramené chez moi 9 fois et 2 fois on m'a laissé devant la Cité Berthe. Et du coup, et tu me disais aussi que en fait, ce qui était délicat, c'est que quand tu étais dans ton environnement, là où tu as grandi, c'est-à-dire dans cet endroit de la ville où c'est un peu plus huppé, etc., mais où en gros tous les voisins te considèrent comme ok, c'est pas normal, ils préparent un truc, ou alors ils pensent même que tu n'habites pas là. Mais tu nous disais aussi que là où c'est délicat, c'est que quand tu allais dans des cités aussi, là-bas, on te considérait par contre comme un bourgeois. Et donc en fait, où que tu ailles, j'avais pas ma place. T'avais pas ta place. C'est comme le français d'origine maghrébine, quand il va au bled, c'est pas un Algérien, et quand il retourne en France, c'est pas un Français. Et moi, c'était ça la première fois que j'arrive dans les quartiers, parce que je voulais rejoindre mes semblables, et j'avais plus ma place. Et moi, la première fois que j'arrive dans la cité, j'étais heureux. Je voyais mes semblables, je voyais des maghrébins, je voyais des blacks. Et les parents, ils étaient contents de me voir. Alors, tu viens d'où? Ah, t'habites là? Ah, c'est bien. Tu veux manger? Tu veux manger quoi? Les parents, ils m'aiment bien. Tu viens pour l'anniversaire de Mohamed? Tu viens à l'anniversaire pour David? Tu viens à l'anniversaire de Jean-Michel? Parce qu'il y a beaucoup de mandjaks chez moi, des Sénégalais chrétiens.
J'ai beaucoup grandi avec les Mandjaks, une grosse communauté Mandjak dans mon quartier. Et voilà, j'étais waouh, ils m'invitent chez eux. J'étais content de jouer au foot avec eux dans la rue. Dans la rue, on était contents. Et je disais, putain, il n'y a pas de racisme ici en fait. Ils sont là à dire, ouais, les racistes. Non, vous n'avez pas de racisme, les gars, vous. Quand vous rentrez chez vous, tu vas à ta boulangerie, la boulangère ne te regarde pas de travers. Tu vas à ton alimentation acheter le café pour ta mère, l'alimentaire, et voilà, il ne t'aurait pas de travers. Moi, je vais à Champion ou n'importe où acheter des trucs pour ma mère. Il y a le vigile qui me suit de A à Z. À la fin, une fois, je suis venu ma mère m'a déposé devant le magasin pour acheter le cadeau de la fête des pères. Le vigile nous a suivis du début jusqu'à la fin. Il nous a forcé à acheter ce cadeau et ce cadeau. On n'avait pas le choix. Il fallait, sortez, allez. Toi et moi, il m'a acheté des paquets de cure-dents, un peu jolis, et mon frère, une mousse à raser. Et vous sortez, allez maintenant, c'est bon, vous avez votre cadeau. Wow. Et pareil, hein, l'école où ça m'a beaucoup aussi touché, et j'ai dit là, ma vie elle est foutue, c'est les stages d'école hein, en sixième. Et les stages d'école en sixième, il fallait trouver un stage dans un magasin. Et je me rappelle, j'ai fait exactement 150 magasins. On me disait de laisser CV et lettre de motivation. J'avais 14 ans. Et je vais mettre quoi dans mon CV? J'ai gagné, j'ai fini le jeu sur Nintendo. Eh bien, on m'a jamais appelé. Et il y avait un gros centre commercial qui était dans la ville d'à côté, qui était en face de la cité. Et j'y allais pour demander de faire un stage. Non, on prend que les mecs de la cité. Il fait quoi, moi? Donc, qu'est-ce que je fais? J'allais travailler sur les marchés. Et même les profs, ils me disaient, on veut pas que tu travailles sur les marchés, on veut que tu travailles dans un magasin. Il n'y a personne qui me veut dans les magasins. Et voilà, et les marchés, j'ai envie d'en parler parce que c'est un endroit où j'ai vraiment appris la vie, appris à connaître les gens, appris à connaître la valeur de l'argent, appris le business. Et le marché, c'est magnifique parce que c'est multipote. Tu as le Sénégalais, le Vietnamien, le Gitan, l'Espagnol, le vendeur de matelas, ouais, le Gitan, l'Algérien, le Tunisien, le Marocain, le Juif. Et tout le monde, on est tous amis. Combien t'as fait? Ça fait travailler? Ouais, je t'ai ramené un client, hein, tu vois. Et en fait, grâce à ça, j'ai pas pu être raciste comme eux. À être, ouais, bon, ils m'ont fait ça, ben moi je vais être raciste contre les blancs. Non, non. Moi, je voyais quand j'allais au marché, le marché c'était un autre monde. Donc je me dis, en fait, il y a deux mondes, en fait. Tu vois? Donc ça m'a un peu apaisé, on va dire. Mais j'avais cette haine. Je n'aimais pas l'école parce que j'aime pas qu'on me force à faire quelque chose. Pour moi, un enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Euh, Il y a des enfants qui chaussent du 43 et des enfants qui chaussent du 42. Tu vas pas me donner la paire de chaussures de l'enfant qui chausse du 42, du 43, et moi je fais du 42, elle va m'aller trop grande. L'école, c'est ça. Il y en a, le cerveau, il n'est pas pareil. Il y en a un exercice, ils mettent 1h10 à le faire, pas 1 heure. Alors, là, le petit, tu lui donnes un exercice, il doit faire, il met 1h15 à la base pour le faire. Et en fait, 1 heure, il n'a pas eu le temps, et tu vas lui mettre 8/20, et en fait, il peut avoir 19/20. Et il manque une chance et de diplôme, parce que tout est sur les diplômes en France. Et voilà, et en fait, moi à 14 ans, mais j'étais nul à l'école, je n'aimais pas l'école. Donc je me suis retrouvé très tôt à faire des CAP. Je me suis retrouvé très tôt, à l'âge de 16 ans, à être sur un chantier, en train d'être manœuvre, parce que même pas maçon, parce qu'on ne m'apprenait même pas, parce que sur les CAP, on ne t'apprend pas, on t'utilise en tant que manœuvre. Et je me rappelle, je voyais mes amis qui allaient à l'université, et moi j'avais 16 ans, je me cachais, parce que je les voyais partir avec des filles à l'université. Moi je me cachais parce que j'étais en bleu de travail, je puais, j'étais avec des gars qui ressemblaient à rien, et je dis, je veux pas être comme eux moi dans ma vie. C'est pas ça ma vie. Et un jour là, je tombe, c'était le 11 septembre 2001, et là, attentat, ils nous montrent en boucle, en plus en boucle. S'ils nous auraient pas montré en boucle à la télé, peut-être que je l'aurais pas vu arriver lui. Et en boucle, tu changes de chaîne, encore le même.
Et voilà, et je regarde. En fait, je suis là. C'est qui lui? Il fait la guerre contre les États-Unis. Il fait la guerre contre le. Il se sent pas bien comme moi. En fait, il est tout comme moi, ce mec. Je vais faire ça, en fait. Ah ouais, je vais tous les buter. J'ai vu une revanche. J'ai vu une revanche en moi. J'ai dit, waouh, ah ben, je vais faire ça. Ouais. Et il n'y avait aucun islam, il n'y avait rien. Hein. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui disent, ils essaient de mettre islam et terrorisme. Mais en fait, ceux qui pensent que islam et terrorisme, c'est la même chose, eh ben, ils pensent la même chose que les terroristes. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, je pense que ceux qui veulent aller faire ces choses-là, c'est des mecs qui sont perdus. C'est un mec qui sort de prison, il est rentré à l'âge de 18 ans, il a fait 1 an de prison, il sort, il dit, je vais faire quoi de ma vie? Personne ne va me prendre en travail, j'ai fait 1 an de prison, j'ai pas de diplôme, foutu pour foutu, ben, je vais me foutre en l'air. En fait. C'est comme ça qu'ils réagissent. Et en fait, j'ai envie de donner à cette jeunesse qui est perdue qu'il y a des solutions. On peut devenir ce qu'on veut à n'importe quel âge. J'ai un ami là, qui s'appelle Vincent, qui est parti au Brésil à l'âge de 34 ans avec un bac. Et pour rester, il a fait un visa étudiant en droit de 5 ans. 5 ans plus tard, il vient d'avoir son diplôme pour être avocat au barreau de Rio. À 34 ans. Et toi, tu me dis, en France, à 14 ans, 15 ans, tu peux pas être avocat, tu peux pas être juge, tu peux pas être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Si demain, un jeune là qui m'écoute, il a 18 ans, 19 ans, il veut être avocat, eh bien, il se met au boulot, il lit ses 3 ou 4 ou 5 codes pénals, et il se met à fond dedans, il fait des cours d'acting, pour pouvoir bien s'exprimer, et il deviendra avocat dans 5, 6, 8, même 10 ans. T'as 18 ans, 10 ans d'études sans école, t'as 28 ans, tu commences à être avocat à 28 ans. Wow. 28 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et ça, c'est un truc, on en parlait un petit peu avant, qui m'a un peu frappé, effectivement. C'est en fait, tu dis, mais en plus, ce qui est énervant ou frustrant, ou quel que soit le mot, tu vois, c'est que quand t'étais jeune, t'avais aucun exemple, en fait, de personne, ou en tout cas qui te ressemblait, ou auquel tu pouvais t'identifier, qui était, ouais, qui faisait des métiers stylés, genre, effectivement, juge ou avocat, ou enfin des trucs des professions où tu te dis, ok, il est comme moi, il fait des professions ultra classe, il gagne bien sa vie, c'est intellectuel, c'est stylé. Et en fait, alors tu me dis, je sais pas si c'est à ce moment-là ou pas, c'est peut-être un peu plus tard ou pas, mais tu dis, bah, et c'est ça qui est chiant, c'est que moi, tous les modèles que j'avais, bah, c'était soit de nique la police, soit c'est des modèles où c'est plutôt stylé d'être en résistance par rapport à, plutôt que de viser haut dans des professions qui sont un peu plus je sais pas quel est le terme, tu vois, mais et tu disais, bah, il y a notamment un moment donné où tu as vu à la télé, c'était un homme dont j'ai oublié le nom, qui était en débat face à, du coup, Éric Zemmour et Éric Nolot, et qui arrivait, il te ressemblait, c'était un maghrébin, exactement. Et il avait une diction parfaite, intellectuelle, enfin, tu sens... Voilà. Qui a sorti son livre L'avocat à battre. En fait, moi étant jeune, je voyais quoi à la télé? Je voyais les films de cité. Il y avait Ma cité va craquer, La haine, avec Saïd Tagmaoui, Rail. Et c'était les images qu'on me donnait. Pareil, le rap. Le rap, il fout en l'air beaucoup de jeunes. Parce qu'ils écoutent les paroles, ils veulent être comme eux. Ils voient les caisses. Je veux la même caisse, je veux la même femme. On leur montre... on leur montre des mauvaises images, en fait. Et on leur montre jamais des maghrébins avocats, juges. Ou même dans les films. Même dans les films, on est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et moi, ce jour-là, j'ai lu mon premier livre à l'âge de 24 ans. Et je tombe sur une émission sur Canal+, Karim Achoui. Je vois un franco-algérien, maghrébin, on va dire, parce qu'on est tous pareils. Et... en costume, classe, avec une élocution extraordinaire. Et il remet en place Éric Zemmour et Éric Nolot. Wow. Et je l'écoute parler. Et j'ai dit, c'est extraordinaire. Et il sort une phrase qui m'est marquée. À la place qui est la vôtre, vous avez raison de jouer les professeurs de morale. Et il dit, non, laissez-moi poursuivre au moins, puisque vous avez eu l'indélicatesse d'être non seulement discourtois, dirimant, mais diffamant. J'ai pris un cahier, j'ai tout noté. Ça veut dire quoi ça, diffamant, dirimant? J'ai tout noté et je dis waouh, je veux parler comme lui.
Et j'ai dit, mais pour parler comme lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire des livres. Donc j'ai commencé à prendre des livres. Je me rappelle les premières pages, sur 30 mots, il y avait 30 mots que je connaissais. Sur une page, il y avait au moins 30 mots que je connaissais pas. Donc j'écrivais la signification, j'apprenais. Et un jour, je suis tombé sur un livre, et c'est ce livre qui m'a fait tilter. C'était il faut être intelligent pour comprendre qu'on est bête. Et en fait, c'est ce jour-là, j'avais 24 ans, je disais à ma petite sœur, Chéra, tu peux me faire un post, parce que j'étais combattant de MMA, et tu peux me faire un post sur Instagram? Mais ça. Un post, je savais pas écrire un post. Je dis, oh, c'est grave. Et maintenant, voilà, j'aime lire, j'aime la littérature française. Je lisais un livre par mois, et maintenant, grâce à Dieu, j'en lis 3 ou 4 par mois. Et ça m'a beaucoup... J'ai appris tout seul, en fait. J'ai appris tout seul. Et en revenant de cette idée folle que je voulais aller rejoindre dont on va reparler, parce que en Afghanistan, fou. Ouais. J'en parlais à ma mère. Hein. Mais t'es malade, tu fais pas ça. Et je dis, non, mais je vais y aller. Je vais en Afghanistan. J'en ai rien à foutre. C'est ça que je veux faire. À 18 ans, je pars en Afghanistan. Je regardais des trucs sur Internet. Mais je ne regardais même pas de la religion. Parce qu'il n'y a pas de religion. Il n'y a rien à voir avec la religion, en fait. Et je vais faire ça. Je rencontrais personne. Je voulais faire que ça. Et personne... Et à ce moment-là, c'est là où tu as 15 ans à ce moment-là. Et c'est 15-16 ans. Et c'est à ce moment-là où tu étais au plus fort des années que tu avais vécues, où tu te sentais seul, tu étais à ta place nulle part, de toute façon personne ne te considère, etc. Tu te dis que tu n'as pas de futur parce que, enfin tout ça. Et c'est à ce moment-là justement où tu es au plus fort de toutes ces pensées-là et que tu te dis, ouais c'est bon, c'est là où tu étais sûr, ok, je vais y aller. Exactement, comme on dit, l'exclusion exacerbe les susceptibilités. Les susceptibilités rejoignent la frustration. La frustration engendre la haine. Et la haine, elle mène à la violence. Et en fait, c'est ça. Ça m'a mené à la violence et je voulais sortir toute cette violence. Et un jour, par hasard, il n'y a jamais d'hasard, hein, c'est le destin, c'est le bon Dieu qui l'a vu, qu'il voulait me sauver. Et il m'a fait rentrer dans cette boutique et je suis tombé sur un DVD. Et je tombe sur le DVD du Pride, qui est l'UFC maintenant. Et je regarde le DVD et je vois les combattants qui se mettent des coups de pied dans la tête et des bras dans la... J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ce sport? Et je vois des salles de 80 000, des Tokyo Dome, des 100 000 personnes, tout le monde se fait acclamer. Même le mec qui a perdu, il se fait acclamer. Tout le monde c'est des dieux avec des gros chèques. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça? Je veux faire ça. Et d'un coup, l'Afghanistan, tout ça, c'est parti. En même pas 30 secondes. Il n'y a pas de peut-être, fais voir. Non. C'est parti, j'ai tout oublié. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et je voyais tous les mecs, from Brazil, Vanderlei Silva, and from Brazil, Minotaurs. J'ai dit, waouh, ils viennent tous du Brésil, les mecs. Et je suis parti au Brésil. Allez. Et j'ai travaillé sur les chantiers, je travaillais aussi sur les marchés. J'ai mis pas mal d'argent de côté. Et sans adresse, sans amis, sans rien du tout, je prends mon billet et je pars au Brésil. Mais pas d'adresse pour s'entraîner, pas d'adresse pour rien. Mais quand je dis rien, c'est un sac à dos et je pars en direction Brésil. Et même ma mère a été contente. Parce qu'au moins, tu n'allais pas en Afghanistan. Moi, je ne pars plus en Afghanistan. J'ai plus cette idée folle de partir en Afghanistan. Et elle me dit, bon départ, pars. Reste longtemps au Brésil. Carrément. Et même mes potes disent, t'as pas peur de partir au Brésil tout seul? Je fais, oh les gars, moi là-bas, je voulais en Afghanistan. Donc la peur, j'ai pas de peur. Donc je pars là-bas, sans adresse et tout, bon. Et un jour, je rencontre dans un McDonald's, je me rappelle, j'avais un short de boxe taille, je m'entraînais dans une salle, Fernando, je sais pas quoi, là, sur Copa. Et dans une salle, je rencontre Gilles Arsène, que j'avais vu en DVD, avec Florent Lucioni, je me rappelle à l'époque, qui était ceinture bleue, et Gilles Arsène était ceinture violette. Et je fais, excusez-moi, vous êtes français? Ouais. Gilles Arsène? Ouais. Et t'es content? Putain, je vous ai vu en DVD. Et moi, j'étais heureux d'avoir vu un Français qui était au Pride. Ouais. Moi, en fait, je voyais... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, il a perdu. Non, je vois pas ça, moi. Moi, je vois, il allait au Pride. Ouais. Wow.
Il est allé au Pride, je m'en fous de... Pour moi, c'était... Waouh! Franchement, félicitations, t'es allé au Pride, mec. Tu vois? Et mon rêve, c'est de faire ça, moi. C'est d'aller au Pride comme toi. Donc, t'as accompli mon rêve. Donc voilà, et il m'amène, on va chez De La Riva, où il s'entraînait, c'est mieux cette salle, je comprends. Et là, je rencontre un Français qui galérait, qui était là pour essayer de donner des cours de Muay Thai, Daniel Vorin. Et là, le coup de foudre, qui devient mon entraîneur, mon grand frère et mon père, qui m'a tout appris. Mais vraiment, qui m'a vraiment tout appris. Il m'a même appris à draguer les filles, pour te dire. Et à bien se comporter dans la vie, parce que j'étais un peu bruit, je regardais tout le monde de travers. Il m'a calmé, il m'a appris à danser, il m'a entraîné plus techniquement, parce que moi j'étais un gros bagarreur, j'aimais la bagarre. Vraiment. Hein. Et lui, il m'a appris les techniques, et c'est lui voilà, qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin. C'est lui qui m'a créé, en fait. On rend à César ce qui est à César. Et c'est lui qui m'a amené jusqu'à la fin, qui m'a ramené à l'UFC. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il s'entraînait dans... Il a été un peu mis de partout dans toutes les teams. Il se servait de lui, il le jetait. Il servait de lui, il le jetait. Et c'est comme ça que ça se passait. Et en fait, à chaque fois que je revenais, il s'entraînait dans une nouvelle team. Et moi, je venais. Et quand je revenais, Mehdi, sparring. Et je devais affronter des mecs... voilà, à l'époque, on avait une mauvaise réputation des Français. Quand on arrivait au Brésil. Et moi, j'allais, grosse guerre. Au Muay Thai, hein. C'était plus Muay Thai. Et même les mecs, ils disaient, oh, doucement, hein. Sinon, au sol, on te casse le pied. Je me rappelle, à l'RFT, ils me disaient ça, les chocolats, les trucs comme ça. Et voilà, et j'ai pris de l'expérience, je me suis beaucoup entraîné. Et un jour, Daniel me dit de combattre en kickboxing. Je fais mon premier combat de kickboxing à Lapa, dans le quartier de Lapa, qui est un quartier... voilà, qui est un quartier un peu festif, un peu dangereux le soir, et je combats là-bas, et je gagne mon premier combat contre le champion de kickboxing de Rio. C'était mon premier combat de tout. Et je gagne, et j'étais tellement heureux qu'après je fais une petite danse et tout, et les mecs ils prennent mal, il y avait des mecs armés et tout à l'intérieur. Et là il y avait mon prof, Daniel, il y a Clomade, qui était mon prof aussi. Prends Mehdi et cassez-vous dans le taxi. Je suis monté avec mon short de boxe taille, torse nu dans le. Parce que si tu restais, ça aurait. Ça sentait mauvais. Ouais. Ça sentait mauvais. Parce que j'ai fait une petite danse à la fin et. Ils n'ont pas kiffé la provocation, quoi. Ouais. Et j'ai toujours cette image, hein, on peut le voir, hein, si ceux qui vont à Lapa, ils le voient. C'est un endroit miteux et il y avait une petite ampoule. Et j'ai combattu. Et même pendant l'événement, le ring, il s'est cassé. Quoi? Donc on a attendu plus de 2 heures pour qu'ils remettent le ring et que je fasse le combat de la soirée. Pour la salle en carton. Une salle en carton, ouais, c'était énorme. et je peux le dire que moi j'ai été... je suis né en France en tant qu'homme et en tant que combattant j'ai été né au Brésil. Je me suis recréé au Brésil. En fait, en France, j'étais dans le noir, sombre, dans l'endroit sombre, et en fait je pensais que j'étais enterré vivant. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas enterré vivant. Des fois on pense qu'on est enterré vivant, on est dans le noir, on est dans un endroit sombre, et en fait on regarde et en fait on est en train de pousser en fait. On est en train d'être planté, replanté en fait. En fait j'étais pas enterré en fait. En fait, des fois, on pense qu'on est mort, on est enterré vivant, mais en fait, non. On est planté pour faire un nouvel arbre ou une nouvelle fleur. En fait, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et quand j'arrive au Brésil, je me rappelle, je dis, ouais, je suis français. Oh, dans le français, j'adore le français, bah, ça va. Il n'y a pas de, mais tu vois pas ma tête? Je m'appelle Bagdad. Ils disent même pas que tu t'appelles Bagdad. Ils ne regardent même pas ta tête. T'es français. Ouais, je vous aime bien. Ouais. Ils m'aimaient. Et c'est la première fois qu'on m'aimait. Je me sentis aimé dans un pays. C'est pour ça que j'y vais souvent. J'y vais même maintenant parce que je fais beaucoup de business là-bas. Et je me sens aimé là-bas. Tandis qu'en France, je me suis pas senti aimé. Je me suis senti détesté. J'ai pas eu ma place en France. En fait. Et c'est pour ça que voilà, le MMA m'a sauvé de ça. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un
un deuxième combat. Mon deuxième combat, je me suis retrouvé dans le plus grand tournoi de kickboxing du Brésil. On avait menti sur mon record. On avait dit que j'avais 16 combats, 16 victoires. J'en avais qu'un. Et je me retrouve avec des mecs qui ont plus de 40, 50 combats. Je me rappelle, je joue aux jeux vidéo K1 World Max. Et il y avait un combattant brésilien là-dedans qui s'appelait Marfio Canoletti. Il avait le tatouage derrière K1 World Max. Et je le retrouve dans le tournoi. Je dis putain. Et Daniel dit t'es prêt, t'inquiète pas. Ok, m'en fous, moi j'y vais. Moi, de toute façon, je vais guérir, il n'y a pas de. Tu vois. Et c'est marrant parce que pour s'entraîner avec Daniel, il faut vraiment être un guerrier. Et c'est marrant parce que maintenant je le vois, il entraîne un mec comme Benoît Saint-Denis, c'est ça? Ouais. C'est un guerrier. Ouais. Donc il faut être guerrier pour entrer avec Daniel. Si t'es pas guerrier, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et regarde, je me retrouve dans un tournoi comme ça. Oh, non, tu flippes. Et là, voilà, il faut pas flipper. Hein. Et en plus, lui te dit, hein, tu flippes? Non, non, je flippe pas. Hein. Je veux pas. Hein. Tu vois, ouais, t'inquiète pas. Ok. Et je me retrouve au premier combat, je gagne à décision, gros combat, dur combat, contre un mec qui avait plus de 38 combats. Et deuxième combat, j'affronte Edson Barboza. Et qui était une légende du kickboxing. Déjà, ouais, à l'époque. Ouais. Avant d'être à l'UFC, ouais, les gens le savent pas. Ouais. Il avait 46 combats. Et je l'affronte. Je me rappelle, il y avait Victor Belfort dans mon coin. Et je l'affronte. Et on fait un gros combat, une grosse guerre. Je me rappelle, il m'a massacré les jambes. Et j'ai pas marché pendant une semaine après le combat. Pour te dire, mal de jambes. Mais voilà, j'avais fait un beau combat. J'avais bien touché au deuxième round. Et je perds à la décision. Et il gagne le combat. Mais une belle expérience, tu vois, un mec 46 combats, oh. Moi j'en ai 3 parce qu'il y en a un que j'ai fait il y a 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et voilà. Et après, bon voilà, tout se passe et tout. Je reviens encore au Brésil et je rencontre un Français franco-algérien qui est Mohamed Kacha. Pour moi, Mohamed Kacha, j'ai pas été fan de beaucoup de mecs. J'étais fan de Dan Anderson et j'étais fan de Mohamed Kacha. J'étais fan de ce mec. Je l'ai adoré. C'était un guerrier. Il me faisait penser à Mike Tyson en MMA, ce mec. Tout le monde le connaît dans les années 2002, 2003, 2004, 2010. Tout le monde le connaît en tant que brut, méchant. Et j'adorais ce mec. On se faisait des sparring. Des fois, on allait à la salle, lui et moi. Et on y va, on fait technique, ouais, technique. Ouais, t'inquiète. Et on arrivait, et les Brésiliens nous regardaient comme ça. C'est des oufs, mais c'est des potes. Ils s'embrassent et tout, et en sang, lui le nez, et il saignait, moi la bouche en sang, et on repartait. Tu vois, et les Brésiliens nous regardaient, mais c'est des oufs ces mecs-là. Et je me rappelle, à la Black House, on était à la Black House, lui et moi, et Daniel, tous les combattants brésiliens qui venaient à la Black House de Curitiba, de Sao Paulo, de tous les endroits, ils devaient faire un test pour rentrer à la Black House. Et le test, c'était sparring avec Mohamed ou sparring avec moi. En pied-point. Ah, vous étiez devenu le test d'entrée à la Black House. On était le test d'entrée. Et à la base, les Français, ils avaient une réputation de playboy, voilà, c'est des Français, on est de la merde. Et nous, on leur a montré que... Voilà, nous, on était dans une maison, on était nourris, logés, blanchis, avec 15 combattants, on était dans la plus belle chambre. Les Brésiliens, ils venaient, ils disaient, qu'est-ce qu'ils font ces Français, là? Ces gringos, dans la meilleure chambre? Tu verras demain. Et ils arrivaient à l'entraînement, on les défonçait. Et c'est peur de nous. Et on faisait les tests. On s'est retrouvés avec des mecs, je me rappelle, des poids lourds. Daniel me dit, Mehdi, prends-lui, là. Hein? C'est un peu lourd, le mec. T'inquiète, c'est des mecs de jiu-jitsu, tu les défonces. Je me suis retrouvé à me tabasser avec des mecs là. Et pareil avec Mohamed, je me rappelle, on faisait des sparring avec Victor Belfort, Anderson Silva, des gros sparring. C'était énorme. C'était énorme. C'était une belle expérience, surtout que Anderson Silva était champion de l'UFC. Et nous, on était ses sparring, mais sparring cachés. Il nous montrait pas beaucoup à la télé, tu vois. Et Daniel, tout le temps, dès qu'il voyait l'UFC, il disait, Mehdi, fais sparring avec lui. Mohamed, fais sparring. Non, et eux disaient non, pas eux. Mais un autre. Et c'est parce qu'on avait mauvaise réputation et que c'était pas bien vu d'être affiché avec des Français Non, parce que nous, on les défonçait. Et moi, d'accord, ah oui, c'est parce que sinon, c'était pas bon pour eux. Nous, en fait, Anderson Silva, faut dire que c'est une légende dans le combat. Dans le cage, c'est une autre personne. Mais
en combat ou en sparring, tu te dis, oh putain, j'ai le niveau d'Anderson Silva en fait. Hein. Mais après, tu te retrouves dans la classe contre Jan McDessie, tu te dis, putain, en fait, je suis pas le niveau d'Anderson Silva. Ok, ouais, ça c'est ouf. Ouais, des gens qui à l'entraînement, soit ils y vont plus tranquilles, soit c'est pas là qu'ils se révèlent, mais en combat, par contre, les mecs se transcendent en fait. Exactement. Et c'est ça, Anderson Silva, Ok. exceptionnel d'Anderson Silva. Ouais. Et alors, ça se passe. On a une horloger blanchie, et un jour, il y a un Italien qui combat avec un autre sponsor, et il utilise la maison. Et le sponsor, c'était Vitamine Minerals. Et il voit ça, il voit la télé, au Fury, il dit attends, il a pas combattu pour le sponsor là. Et il pète un câble, il fait sortir tout le monde de la maison. Sortez tous. Et tout le monde rentre, Curitiba, Sao Paulo, voilà. Et il reste Mohamed et moi. Et nous, le premier jour, on est choqués, merde, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Air France, urgence, on doit rentrer. Ah non, c'est booké pendant un mois. Rappelez, demain, peut-être il y a une place qui va se libérer. On appelait tous les jours, il n'y a eu aucune place. Qu'est-ce qu'on fait? Premier jour, on dort dans la rue. Mohamed, il avait 50 réals, je me rappelle. Moi, j'avais rien. Et je me rappelle, Mohamed, il prenait deux cochillas, de la viande avec de la pomme de terre, et moi, il m'en donnait une. Je fais, vas-y, partage. On s'embrouille pour de la bouffe. et je me rappelle, voilà, et en plus, moi, j'aimais la fête. Même si j'avais pas d'argent, j'adorais la fête. Et des fois, le soir, je disais, Mohamed, viens, on sort. Mais dis, pense à demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Toi, t'es là tout le temps, tu penses la fête. Tu sais même pas où on va dormir et tout. T'inquiète, on trouve. On allait dans les ballets funk, je rencontrais les filles. Ouais, on est français, je dis, oh, vous êtes français. Et un peu dans les favelas où on allait à la Cité des Dieux. Cité des Dieux, moi je l'avais vu en film. Une fois, je me retrouvais dans les endroits, j'étais à la Cité des Dieux, en train de danser avec des meufs. Et le meuf fait, ouais, non, et t'habites où? Je suis à la rue. Quoi? On m'a volé tout, on m'a tout volé. Moi et mon pote, on est là, mais dormez chez moi. Oh putain, bon plan. Et moi je dis, bon plan, je vais dormir chez la meuf, tu vois. Et dans l'arrivée, en fait, il y avait 14 personnes dans la maison. C'était à 2 pièces. Le soir, le matin, les parents, ils essayaient de ne pas nous marcher dessus. Ah ouais, ça veut dire qu'en gros, elle vous invitait chez elle parce qu'elle voulait vous aider, etc. Exactement. Mais elle-même était en gros dans la misère des favelas. Exactement. Et moi, je pensais, wow, bon plan, on va dormir chez la meuf. Et voilà, bon, il y a eu quelques fois, on dormait chez les meufs. Quelques fois, il y avait un endroit un peu... où il y avait des maisons, il y avait la sécurité, il y avait quelques maisons abandonnées dans la résidence. Et on attendait 2-3 heures du matin, quand le vigile dormait, et on allait dormir dans les maisons abandonnées, pour avoir un endroit, parce qu'il pleut beaucoup là-bas. Et voilà, on a galéré une bonne 4-5 jours. On n'a pas voulu embêter Daniel, parce qu'il a ses problèmes. Il aurait pu peut-être nous dire viens manger à la maison, mais on n'a pas forcé. Et un jour, il y a notre manager, qui est Ed Suarez, et Joing, qui dit, bon, je vais en aider un. Mais qu'un, je ne peux pas en aider plusieurs. Je paye le billet pour aller à Miami, s'entraîner à la TT. Nourri, logé, blanchi. Un de vous deux. Un que de vous deux. Vous devez choisir. Moi, le choix est fait. Hein. C'est Mohamed Kacha. Et parce que pour toi, en gros, il était beaucoup plus prometteur. 10 fois meilleur que moi. Pour moi, j'ai été fan de Mohamed. Pour moi, c'était une légende. Pour moi, Mohamed allait finir à l'UFC et allait être un champion de l'UFC. Parce que lui, il s'entraînait par contre. Moi, j'ai jamais aimé m'entraîner. Je n'aime pas m'entraîner. Et je le dis devant tout le monde, je n'ai jamais aimé m'entraîner. Daniel me disait, mais dis, tu t'es entraîné hier? Ouais, je me suis entraîné avec Nino Chemri. T'es pas vrai? J'ai appelé Nino, il m'a dit que tu t'es pas entraîné. Allez, encore un 3 rounds, Daniel. Et en fait, moi, quand je m'entraîne fort, je suis malade le lendemain. Donc moi, à chaque préparation, toutes les 2 semaines, je suis malade. Et même Daniel, des fois, il me dit, on va trouver un sponsor d'une pharmacie. Il m'a mis à la pharmacie toutes les 2 semaines. Parce que j'étais malade. Et j'ai jamais aimé m'entraîner. Moi, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. Mon rêve, c'est pas d'être champion. J'essaie pas d'être comme tout le monde, en fait. J'essaie pas me conformer à une empreinte. Je voulais laisser la mienne. Tu vois? Je veux pas... Il y en a qui me disent, ouais, mais putain, t'aurais pu quand même. Non, moi, j'ai voulu aller à l'UFC. Mon rêve, c'était aller à l'UFC. Oh, à la base, je voulais aller en Afghanistan. Ouais, c'est ça. C'est ce que t'as vu à la télé et qui t'a fait te changer d'avis et dire, non, ok, je laisse ce truc-là pour vraiment me retrouver dans des arènes où je combats devant des milliers de personnes. C'est ça que je veux. C'est pas forcément l'objectif sportif d'eux, etc. Donc, en fait, ouais, toi, ton objectif, il était clair, quoi. Exactement. Ouais. Je voulais vraiment, voilà, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC.
Et alors je suis encore dans la rue, dont Mohamed part, et je me retrouve tout seul. Et qu'est-ce que je fais? J'ai l'idée, parce qu'à Copacabana, à l'époque, il y a beaucoup de Français qui venaient s'entraîner à la TT, à la BTT, Brazilian Top Team, des Johnny Frachet, des Ludovic Pereira, des Norman Parisi, voilà, tout le monde venait, et il y avait beaucoup d'autres Français qu'on ne connaît pas, que je ne me rappelle plus de leur nom. Et en fait, moi, dès que je voyais des Français ou des Suisses qui parlaient français avec des t-shirts de jiu-jitsu, je fais vous êtes Français? Ouais, on est Suisse, on est Belge, on est Français, ouais. Vous entraînez où? Oh, on s'entraîne à la salle là-bas, tu connais? Non, je connais pas, moi je m'entraîne avec Anderson Silva. Mais non, ouais, sparring, ouais. Venez quand vous voulez. Mais non, sérieux, ouais. Vous allez où là? Là, on va s'entraîner là. Bah vas-y, je vais avec vous. Et en fait, je les draguais comme ça, moi je leur vendais du rêve. Et sachant que du coup, à ce moment-là, il y avait plus de Black House. Moi je m'entraînais plus. Ouais. Moi je m'entraînais plus, et il fallait que je mange. Ouais. C'est tout. J'avais pas de sous, j'avais plus rien sur moi. Ouais. Et j'ai dit, si je vais, il faut que j'aille voir les Français. Et voilà, et je restais avec eux. Tu fais quoi? Restez avec nous, mangez. Ah ouais, j'ai pas pris les sous. En cas, demain, je vous ramène les sous. Oh, tranquille, ça va. Eux, ils restaient 1 semaine, 2 semaines, ils sont là, en vacances, et ils s'entraînent. Moi, j'étais là vraiment en entraînement. Je suis venu une fois, cette fois-ci, j'étais venu avec 0. Même ma mère, elle m'a dit, mais Mehdi, t'as mis des sous de côté? Je vois, j'ai payé le billet. Ouais, mais là-bas, je suis nourri, logé et blanchi, maman, t'inquiète. Et en fait, t'inquiète, ouais. ils sont tombés dans la merde, ouais. tu vois. Et voilà, et voilà, j'essayais de manger, j'essayais de me démerder. Et aussi, une anecdote, j'ai rencontré des prostituées qui m'ont pris avec eux, qui m'ont nourri, logé, blanchi. Elles m'ont fait ça pendant 3-4 jours. Je dormais chez eux à Copacabana. Elles m'ont aidé. Et je me dis, putain. Et ils ont écouté mon histoire, parce que je leur ai expliqué mon histoire, tu vois. Quand on rencontrait un peu de tout dans la rue, hein, tu vois. Et je leur ai expliqué maintenant, et ça leur a choqué, tu vois. Et ils ont dit, waouh, si on peut t'aider, on n'a pas trop de sous, mais on peut t'aider. Et elles m'ont aidé. Et je me dis, en fait, dans la rue, des fois, tu penses que lui, tu penses à ça, ou tu penses à ci. En fait la rue, c'est un bel endroit où tu peux rencontrer des bonnes personnes, tu vois. Paradoxalement, il y a peut-être de l'entraide plus qu'on imagine, et peut-être plus que dans d'autres milieux. Exactement, alors que, ouais. exactement. Et moi, c'est les pauvres qui m'ont le plus aidé. Hein. C'était des gens des favelas, des gens des comunidades. Et pareil, comme je te dis, une prostituée qui m'ont aidé pendant 3-4 jours, nourri, logé, blanchi. Et un jour, par hasard, et comme je te dis, le hasard n'existe pas, hein, comme je retrouvais le DVD, c'est le bon Dieu qui est là, incognito, en fait. C'est ça le hasard. Et je retrouve un ami à moi, que je faisais sparring, qui était le meilleur ami de Anderson Silva, Dandan. Et je le vois dans le supermarché, oh ça va et tout, bien. Et il apprend que je dormais à la rue, et j'ai pas de quoi manger. Mais viens avec moi. Et il m'amène, et je me retrouve le jour au lendemain, chez Anderson Silva, dans son appartement, un des plus bels appartements de Rio, en voiture Range Rover, avec une dame qui vient tous les 3 jours nous faire à manger. Jacuzzi en haut. Ah oui, donc c'est littéralement, tu pouvais pas faire plus opposé. Pas plus. Impossible. Pas plus. Et là, je repars à la Black House, je m'entraîne. Du coup, ils avaient changé de salle et ils avaient changé de... Non, il y avait toujours la Black House, mais il y avait plus de maisons. Ah, ok. Et il y avait Jacare qui était venu, il y avait beaucoup d'autres combattants. Et nous ne voyaient plus, et ils ne voyaient plus les gens qui venaient dormir gratuitement. Ouais, ok, en fait, d'accord. Il y avait plus que les stars. Okay. Et leur sparring. Et là, voilà, je me retrouve en retour. Oh, hello! Un blocage dans chez Anderson Silva. On m'a trouvé des cours particuliers à donner. Je donnais des cours particuliers. Je commençais à gagner ma vie un petit peu. Et je devais partir dans pas longtemps parce que j'ai pris mon billet. Tu peux rester 3 mois. Et des fois, je grattais un petit peu. Je restais 4 mois. Il fallait payer 100. Je crois que c'était 50 réals d'amende par jour. Et là, je fais un dernier combat. Je dis, allez, Daniel, viens, on fait un petit dernier combat. Je m'entraînais à la Minotaur Team. J'étais sparring de Minotaur. Donc, on rappelle Minotaur qui est donc un poids lourd de légende. Voilà. J'étais sparring de Minotaur, je me rappelle, j'étais tout seul dans sa gym. Je dormais tout seul dans la gym. Et une fois, un soir, comme ça, qui arrive dans ma chambre, un gros poids lourd qui est Junior de Santos. Hein? Qui avait 4-0. Et il me dit, je viens là m'entraîner, j'ai un prochain combat à l'UFC. Mais non, tu vas combattre à l'UFC, toi? Ouais, on rigolait, on parlait. En plus, c'est un petit gamin, il parle, il est un peu... Et il me dit,
on parle, et à l'époque, il y avait Mirko Crocop qui avait signé à l'UFC. Je m'imagine, peut-être dans le pot de Crocop. Je combat contre lui, il va me défoncer. Il me disait ça. Et un jour, je le vois, il combat Crocop. Et je lui envoie un message, putain, t'as défoncé Crocop, putain, te rappelles à l'époque, on en parlait dans la maison, dans la chambre. Et je me rappelle, cette époque, moi, j'étais nourri, logé, blanchi chez Minotaur. Mais voilà, à contrepartie, j'étais son sparring. Et Minotaur, des fois, il vient à 1h, minuit, et il y a le mec qui travaille pour lui, il te réveille, toc, toc, toc. Il dit, il y a Minotaur, il arrive dans 30 minutes, prépare-toi, sparring. Toi, t'es en train de rêver. Ça fait 3 heures que tu dors. Mais t'as pas le choix. Ah ouais, tu vis là gratuitement. Ouais. Et je fais un dernier combat, je m'entraînais en kickboxing, je devais faire un combat de kick. Et j'arrive à Sao Paulo, et mon combattant, il est pas là. Et il y a un autre aussi combattant de MMA aussi qui est pas là. Donc, Daniel, il vient me voir, mais dit, t'es pas venu ici pour rien, fais le combat de MMA contre le mec. Je dis, mais Daniel, je suis pas prêt. T'as peur ou quoi? Non, j'ai pas peur, mais je suis pas prêt, je me suis pas entraîné, c'est pas grave. T'es pas là pour rien, tu fais ton combat de MMA, ça fait combien de temps que t'entraînes à MMA maintenant? Hein? Ah ben vas-y, fais ce combat de MMA. Ok, vas-y, je fais le combat de MMA. Et en plus, t'es bien payé. C'était bien payé. 3000 réals. C'est beaucoup à l'époque, hein. C'était énorme à l'époque. Putain, 3000 réals, putain. J'ai hâte. Il y a une douille. Ouais. Une douille. Tu vois? Et ben Minotaur, il était là, il me dit, t'inquiète, tu vas le défoncer. Tout est dur, tu es dur. Ouais, tu es dur, ouais, je sais, je suis dur. Et j'arrive, je me retrouve en main event contre Charles Oliveira. Charles de Bronx. Ouais, ça va être tranquille. Ouais. Qui avait 4 combats, 4 victoires. Et moi, c'était mon premier combat d'MMA. Et pour l'anecdote, je pense même que la personne qui devait le combattre, c'était Johnny Frachi. Ouais. Mais non. Ouais, c'était Johnny Frachi. Oh là là. Non, je me rappelle. Qui avait quinzaine de combats, Johnny, à l'époque. Hein. Purée. Ouais, c'était Johnny Frachi qui devait le combattre. Et je crois il a eu un gros furon qu'il ne pouvait pas combattre, un truc comme ça, ou au pied. Je me rappelle, il avait une grosse merde. Il ne pouvait pas le combattre, et c'est moi qui l'affronte. Et premier round, enfin bon round, je l'amène au sol. Et je le tape, tout se passe bien et tout. Deuxième round, je me retrouve au sol. Et moi, je faisais beaucoup de jiu-jitsu chez Delarive. Et je fais je mets la main en dessous de la jambe pour le renverser, comme un truc de garde de débutant, tu vois. Tac, il me cosse le bras, droite. Wow. Dodo. Dodo. J'ai pris un KO dans ma vie, c'était ce KO, j'ai plus jamais pris de KO de ma vie. J'ai 56 combats. C'était une droite en ground and pound. Une droite en ground and pound. Une ou deux, il m'en a mis, et après, je sais même pas combien il m'en a pris. Je sais même plus combien j'ai pris après. Même je me rappelle, le referee, il me fait... et moi, dans ma tête, je croyais qu'on était en kick. Je croyais que j'étais debout en kick. Et il me fait, tout va bien? Et je fais, non. Non, parce que tout va bien, ça veut dire, oui, tu repars. Ah ouais. Dans la tête. Et je fais, non. Voilà. Tout va bien. Et je me rappelle, avec Daniel, on part à l'hôpital faire des tests après un combat, tu vois. Et on voit un mec avec une jambe comme ça, un autre qui s'est pris une balle dans le ventre. Un hôpital public, gratuit. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que les hôpitaux sont gratuits, hein. Là-bas aussi. Et on voit ces gens, on dit, putain, la queue, moi, pour un truc, j'ai pris un KO. Là, il dit, viens, on se casse. Et on part. et je rentre en France. Et je rencontre Eric Albert, qui était un des premiers combattants qui a combattu au K1 Japon. Et je rencontre Eric Albert et aussi mon agent de kickboxing qui est William Lustenberg, qui organisait le K1 Marseille, des gros événements de kickboxing. Ils me font combattre tous les 2 mois, tous les 1 mois et demi. C'était rare à l'époque. Et je combats en kickboxing ou en Muay Thai tous les 1 mois, tous les 2 mois. Et je me rappelle, j'étais videur et en même temps, je combattais. Et putain, il est sous, il vient, je combats tout le temps. J'ai fait une 30aine de combats. Je gagne le K1 Marseille. Je fais pas mal de gros combats. Et je fais partie des top 10 des meilleurs combattants kickboxing de France. Et je fais partie d'un des plus gros tournois où je me retrouve avec Johan Lidon, Karim Gadji, Karim Ben Mansour et moi. Pour moi, c'était des légendes du kickboxing. Tu vois, qu'est-ce que je fous là? Bon, après, j'ai fait des gros combats. J'ai gagné Frédéric Berrichon, qui était un gros combattant, qui
mis KO Karim Gadji, donc je l'avais gagné, donc j'avais fait un beau parcours, et je fais ce tournoi, donc je me retrouve parmi les meilleurs, et je fais le championnat de France du K1, et je perds contre Karim Gadji. Donc voilà, j'ai fait une belle carrière de kickboxer, et là, il y a Daniel qui me dit, Mehdi, j'ai rejoint la Team Quest avec Dan Anderson. Oh, Dan Anderson, mais non, je suis fan de Dan Anderson. Je suis mais vraiment fan. Et en plus, moi, je viens du Muay Thai. Donc j'aurais pu dire, je suis fan d'Anderson Silva. Je suis fan de... Tu vois, non, moi j'étais fan de Dan. J'aimais bien sa gueule de combattant, du guerrier, et qui montre rien. Et tu vois, et j'étais fan de lui. Il me dit, par contre, je te promets rien, viens. Ouais, mais est-ce que c'est bon? Je peux dormir là-bas? Mais je peux rien te promettre. Viens, fais tes preuves. Voilà. Et j'arrive. Et j'arrive le premier jour et sparring, il me dit, avec Dan. Par contre, il me dit, c'est test. Test contre Dan. Et moi, je me retrouve à mettre les gants contre Dan Anderson. Test, sparring. Et grosse guerre. Quand je dis grosse guerre, c'est que je lui rentrais dedans. Et même Dan, il a dit, mais il est ouf le mec. Il me rentre dedans. Et moi, peut-être maintenant, ça me joue des défauts parce que j'ai fait des grosses guerres avec les sparring. Moi, si tu vas voir, demain, tu vas voir Victor Belfort, il me reconnaît. Tu vas voir Anderson Silva, il est venu à Londres me voir. Anderson Silva, il est venu faire un stage à Londres, il est venu me voir, on a mangé ensemble. Jusqu'à Ricardo Arona, pour son combat contre Sakuraba, tous ces mecs-là qui ont fait sparring avec moi, ils se rappellent de moi en tant que Mehdi, guerrier. Je ne dis pas que j'étais un tueur en combat, mais au sparring, j'étais là. J'étais un guerrier en sparring. J'avais pas peur. J'aimais ça. Et ça m'a joué des tours parce que j'ai pris beaucoup de coups. Tu vois, j'aimais la guerre. Et des fois, j'aimais carrément une fois, je me rappelle, Daniel, il me dit, vas-y, fais sparring avec lui, un Irlandais, un bagarreur. Et on y va. On se tape. Mais je fais un sparring dégueulasse. Pas technique. Et Daniel me dit, t'es un fou, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais, Daniel, je voulais me prendre des coups. Mais t'es malade? Ouais, je suis malade. Mais je voulais prendre des coups aujourd'hui. Et j'avais des marques et tout. Et normalement, ce mec-là, je l'aurais bien contré, bam. Tu vois, intelligemment, je l'aurais défoncé. Et dégueulasse. Et je fais un sparring dégueulasse avec lui. Mais je voulais me prendre des coups. J'aimais ça, en fait. J'aimais les coups, moi. C'est tout. Et j'ai perdu le fil. Mais t'en étais du coup à la Team Quest, tu fais un sparring avec Dan Anderson. Et Dan, il dit, ouais, j'adore ce mec. C'est un fou, mais ouais, je l'adore. Et il me signe un visa de 3 ans pour rejoindre la Team Quest. Donc je joins la Team Quest avec Dan Anderson, Shel Shonen, Tarek Safedine, que des légendes. Sokuju, avec des légendes. Et voilà, je faisais sparring avec ces mecs-là. Voilà, j'étais leur sparring, j'apprenais avec eux, et j'ai appris beaucoup en lutte. Mon seul petit regret, on va dire, en MMA, petit regret, hein, j'ai pas de regret, c'est de ne pas avoir utilisé ma lutte et mon jiu-jitsu. Parce que quand on dit Mehdi Bagdad, c'est Muay Thai. Coup de coude. Ouais. Mais j'ai une très très bonne lutte. Et je suis pas parti au Brésil en 2004 pour aller prendre le portugais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Parce que je dis, putain, tu parles bien le portugais. Ouais, mais les gars, je suis pas parti au Brésil pour parler le portugais. Je suis de la Riva, quand il vient aux États-Unis ou quand je vais en France, ou quand je vais au Brésil, de la Rive, il m'appelle. Mehdi, t'es où? On mange ensemble? Si de la Riva, il m'appelle, des fois, je rencontre des Français, parce que moi, je suis en Corse, ceinture violette. Ma ceinture violette, je l'ai eue en 2015. Ah oui. Tu vois, j'ai fait beaucoup de sol, de sans kimono. Et je me rappelle, ma ceinture bleue, je l'ai eue avec de la Riva, et il me fait... ça faisait 5 ans que j'étais ceinture blanche. Et tout le temps, je venais, il me dit, Mehdi, je finalisais des ceintures violettes en ceinture blanche. Même une fois, David Pierre-Louis, qui était ceinture marron à l'époque, il venait avec ses mecs, il tourne avec moi, il pensait que j'étais un Brésilien. Je parlais pas. Et je tourne avec lui, je tourne de partout. Et à un moment, il me prend en main de vache, comment on appelle ça? Maojivac. Je ne sais pas. Ouais. Je sais pas comment on dit en français, c'est Maojivac, c'est main de vache. C'est quand tu pousses le mec, et lui, il m'a cassé le scaphoïde. Ouais. C'est chiant ça en plus. Et je me rappelle, je m'entraînais avec Ricardo Arona à l'époque. Et il m'a dit, oh désolé,
Je pensais que t'étais un Brésilien, t'avais oublié ta ceinture et t'avais pris une ceinture blanche. Oh. Et non, je suis ceinture blanche, moi. En fait, s'ils savaient vraiment que j'étais ceinture blanche, ils m'auraient pas appuyé. Mais comme ils pensaient que j'étais vraiment... Ok. Ils pensaient que j'étais un Brésilien. J'avais oublié ma ceinture, j'ai mis une ceinture blanche, et voilà, je tournais avec lui. Tous ses élèves, ils nous regardaient. Je parlais de partout. En fait, non. Et je me rappelle, j'avais la haine contre lui. Et là, s'il écoute, il va dire, putain, le matin, il a monté un plan contre moi. Et je l'avais dit à Ricardo Rana. J'ai dit, un Français, il m'a blessé parce qu'il pensait que j'étais Brésilien. Ouais, j'ai dit comme ça. Il m'a dit, ramène-le dans ma salle. J'avais là, j'avais le scaphoïde pété, c'est 9 mois. Ouais, j'ai arrêté pendant 9 mois comme ça. Tu vois, donc pour te dire que voilà, j'ai une belle réputation, j'ai marqué les esprits de pas mal de champions. Mais d'ailleurs, ça s'est fini comment avec David Pierre-Louis finalement? Il a été dans la gym d'Arona? Non, il est resté. Okay. Lui, il venait 1 semaine, 2 semaines avec ses élèves. Il ramenait 15, 10 élèves, tu vois. Okay. Et il est devenu ami, c'est devenu un pote. Ok. Et alors, du coup, après avoir été dans la Team Quest, à ce moment-là, du coup, bon, tu commençais à avoir un énorme pédigré en pied-point, tu avais aussi d'énormes bases dans toutes les disciplines différentes du MMA, et puis là, ça commençait encore plus avec la lutte à la Team Quest, forcément, gros lutteur américain. Et du coup, comment est-ce que ça se passe, la transition vers ta carrière de MMA, vraiment? En fait, j'avais souvent des combats mis en place. Dans 2 mois, Mehdi, tu combats là, Vegas. Là, j'étais content. Combat annulé. Mehdi, là, j'ai eu 20, même sur Internet, c'était en anglais. J'avais 21 combats, 21 annulés. Je me suis dit, comment? En fait, les mecs, je les comprends. C'est leur premier combat d'MMA. Comme moi. Comme moi, on va dire. Et il dit, ok, j'affronte ce mec. Après, il dit, attends, tu vas sur YouTube, il y avait un like de moi, Mehdi Bagdad kickboxing. Et il voyait mes 30 combats. Avec une musique de fou, des coups de genoux sautés. C'est qui ce mec? Ouais, pour un premier combat, même de MMA, la flemme, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme moi, c'est mon premier combat d'MMA, et on me propose Doumbé, premier combat d'MMA. Mais je veux pas combattre Doumbé, un ouf, toi. C'est mon premier combat d'MMA. Ouais. Il a 90 combats de kickboxing, il a 10 ceintures. Laisse-moi tranquille. Va chercher quelqu'un d'autre. J'ai envie de monter. J'ai envie d'aller à l'UFC, moi. Ouais. Donc, il refusait. Et au bout de 1 an et demi d'attente, on me dit, bon, on va changer. On va te trouver des combats de dernière minute. Prépare-toi. Ok. Et je fais des combats de dernière minute sous 48 heures ou sous 24 heures. Et perte de poids, 6-7 kilos, c'est pas grave. Je m'entraînais, j'étais prêt. Et premier combat, je gagne. J'ai gagné même pour la ceinture du Baba en 48 heures. Ils m'ont appelé 48 heures avant pour perdre 10 kilos. Je me rappelle, mon prof, il me dit, mais j'étais en train de boire. Arrête de boire! Oh là là. Quoi? Tu combats demain t'as la pesée dans 24 heures. Quoi? Pardon? Au Bama pour la ceinture. Oh putain. Contre un mec qui avait 7-2, tu vois, donc... Et voilà, je fais ces combats et je gagne. J'étais bien entraîné, je m'entraînais bien tous les jours. Et je gagne. Et après, il y a un petit souci avec Daniel. Et un souci bête, hein, il voulait pas accompagner un combattant de la Team Quest pour un combat de Muay Thai. Il a entraîné tous les jours. Il faisait des cours privés à ce mec. Et il voulait pas l'accompagner au combat. Il dit, ah non, la honte, je vais pas l'accompagner, il va se faire défoncer. Daniel, il est comme ça, là, je ne peux pas, il va se faire défoncer, je vais pas avec lui. Et Dan Anderson l'a mal pris. Il a dit, comment ça? Il prend de l'argent sur le mec, il entraîne le mec, il doit aller, et c'est un mec de la team, il doit aller avec lui normalement. Et il a viré. Il a viré pour ça. Et Daniel, il se trouve un peu dans la merde, et il rejoint la Black House, Los Angeles. Donc moi, je quitte un peu Dan. Même Dan, il a mal pris que je suis parti. Mais moi, où Daniel va, je vais. Comme il y a un dicton en portugais, s'il va se fouder, vous me foudez. S'il va se faire... Voilà, okay. Et voilà. Et donc je suis Daniel. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je veux pas chercher à comprendre. Moi, je suis Daniel. Et il va à Los Angeles, Black House, Anderson Silva encore, retour, Victor Belfort, retour. Il y a tout le monde, on revoit tout le monde, Lyoto Machida, et Sparring et tout. Et moi, il me dit, Edge Suarez, le manager, me dit, j'ai mon événement, qui est le RFA, qui est le LFA maintenant. Il y a tous les mecs qui ont combattu à l'UFC, ils ont été champions du RFA. Donc si tu es champion du RFA, tu peux joindre l'UFC. Ok.
Donc je fais mon premier combat, je gagne en 1 minute 45, gros KO. Et deuxième combat pour la ceinture. Waouh! Et je fais un combat, beau combat, un gros lutteur, 4 rounds et 4e round, j'étais fatigué, il n'arrête pas de se jeter sur moi, tu vois. Et je gagne un gros coup de coude de Muay Thai en clinch, il tombe, KO, et je le tape encore par terre, et je me rappelle, j'avais tellement une haine qu'il n'arrêtait pas de me faire chier en lutte. J'ai dit, je ne vais pas le lâcher, dès que je vais le toucher, je ne vais pas le lâcher. Et pour te dire que John McCarthy, il m'a poussé, parce que j'étais KO, j'ai poussé John McCarthy pour le retaper encore, et après j'ai dit, oh putain, que je vais. Oh. J'étais dans... Ouais. Quand tu combats, t'es dans un... Possédé. Parce que des fois, il y en a, ils disent, ouais, c'est un mec pas bien, il a mis KO, il a retapé KO. Ouais, Non, adrénaline, quoi. C'est Ouais. l'adrénaline, c'est pas notre faute. Tu l'as touché, je veux le finir, tu vois, et c'est comme ça que c'est passé. Et je suis champion du RFA. Et je dis à Edge, c'est l'UFC, alors attends un peu, refais pour la ceinture. Eh non, tu m'as dit, je suis champion, je rentre à l'UFC. Ouais, mais non, c'est compliqué, en ce moment, il y a trop de mecs à 70 kilos, je comprends. Et j'ai une ouverture. Il y a le The Ultimate Fighter qui m'appelle. Et il voulait prendre les meilleurs combattants. Et à cette époque, j'étais le meilleur combattant français à 70 kilos. Devant, c'était le classement Fight Sport. J'avais que des victoires. Et je fais partie des meilleurs français. Donc le TUF m'appelle et je fais partie de la team européenne. Donc je dois choisir une équipe, donc la France. Europe contre les États-Unis. Les meilleurs combattants européens contre les meilleurs combattants américains. Et pour faire partie de la team de Conor McGregor. Donc j'accepte de représenter la France, même si je représente dans tous mes combats l'Algérie. Pour un point, voilà, que je vois, pour moi, je suis un Algérien né en France, en respectant la France. C'est ça. Ouais. Voilà, avec l'histoire aussi que j'ai eue. Comme on dit, je suis né algérien, non pas parce que je suis né en Algérie, mais parce que l'Algérie est née en moi. Ouais, et puis en plus, on pourra en reparler peut-être à la fin, mais en fait, c'est ça qui est en tout cas, je trouve, qui est hyper cohérent, c'est que de toute façon, tu représentes l'Algérie et tu te sens algérien, et par rapport à l'histoire que tu as eue, on peut comprendre que voilà, tu te sens plus algérien, mais surtout, comme à aucun moment et jamais tu ne craches sur la France, jamais. En fait, c'est cohérent, en fait. Et quand je vois un mec comme Saint-Denis, qui représente la France comme il le représente, j'adore. Ouais. Je suis fan de lui. Ouais. Dès que je vois des mecs qui des fois je vois, moi je suis un anti-européen. J'adore les Français qui disent nous, notre pays c'est la France, c'est pas l'Europe. Je mets des likes. Je suis fier des gens qui sont fiers de leur culture, de leur pays. J'adore. Ouais. Ça j'adore. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça, et on en parlait juste avant, mais c'est pour ça que moi ça me choque tellement pas, parce que t'es fier de ta culture et du pays qu'est l'Algérie, mais à aucun moment tu ne craches sur la France ou tu ne t'en prends à la France, et du coup, il n'y a aucun problème, c'est simple. Et en plus, t'aimes les gens qui aiment leur pays à leur tour, etc. Exactement. Si tout le monde était comme ça, je pense qu'il y aurait moins de problèmes pour le coup. Il n'y a pas de haine de l'autre, c'est juste on aime notre culture. Exactement. Et c'est comme les Libanais qui sont nés au Sénégal. Ils disent pas je suis sénégalais, s'il vous plaît, respectez-nous en tant que sénégalais. Non, c'est des Libanais nés au Sénégal, des Libanais nés en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est la même chose. Je suis un Algérien né en France, où j'aurais pu être né au Japon. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste ça. Et c'est pour ça que j'adore. Je connais beaucoup de Corses, ils sont fiers d'être Corses. Et j'adore les gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Tu vois. Et voilà, c'est pour ça que Saint-Denis, j'adore quand je le vois représenter la France comme il la représente. Ouais. Et il a son propre caractère à lui-même. Il n'essaie pas de copier quelque chose. Ouais. Ouais. Et du coup, et pour reprendre le fil de là où t'en étais, t'es champion du LFA et tu demandes quand est-ce que du coup ça se passe l'UFC. Donc le TUF m'appelle pour joindre l'équipe de Conor McGregor. À l'époque, Conor, c'était the légende. Waouh, une opportunité énorme. Et moi, ce qui est marrant, c'est que tous les mecs tous les Américains me connaissaient, mais aucun Européen me connaissait. Tu vois, parce qu'ils combattaient dans toutes les événements européens, et nous on combattait dans tous les événements américains. Moi, ils me connaissaient parce que j'étais champion du RFA. C'est le plus gros événement national aux États-Unis, donc tout le monde le regarde. Et j'arrive au TUF, et les sélectives, ils me mettent le meilleur combattant, Artem Lobov.
Parce qu'on a eu une mauvaise image au teuf, avec un Français qui avait abandonné. Donc je dis, les Français, ils sont nuls, et on va mettre le plus nul contre Artem Lobov. Comme ça, Lobov, il défonce, et il rentre facilement. Mais il se rend compte que c'était pas le plus facile, en fait. Et moi, je me retrouve contre Lobov, et voilà, franchement, il y en a qui disent, il a gagné le premier round. Non, je lui ai défoncé le premier round, et je lui ai défoncé le deuxième round. Même à un moment, je lui mets un coup de coude. Si je me prends un coup de coude comme ça dans ma carrière, j'arrête le MMA. Je lui ai dit, même, je sais pas comment t'as fait. Il a fait l'ascenseur, il s'est relevé. Je lui mets un coup de coude venu d'en haut, avec toute la puissance. Là, je l'ai coupé, je lui ai fait 9 points de suture. Je sais pas comment, il est pas tombé KO. Peut-être qu'il y a des trucs qui prennent. Et je gagne ce combat, et je me casse la main. Je me casse la main, et je vois, il y a Conor me regarde. Il me voit mettre de la glace, et je parle en portugais avec mon prof. Je crois que ma main est cassée. Et Conor, il vient me voir, il fait, Mehdi, ta main, ça va? Je dis, ouais, ça va, fais voir. Oh, ça va, ça va, bien, bien, tranquille. T'es sûr, elle est pas cassée, tu veux qu'on aille voir un docteur? Non, non, tranquille, c'est juste petit hématome, tranquille. Et en fait, s'ils s'aperçoivent que j'ai la main cassée, je rentre pas dans la maison. Ouais. Et ils vont refaire entrer Artem Lobov à ma place. Parce que, voilà. Et je rentre avec la main cassée. Et 2 jours plus tard, on voit comme ça, de nulle part, Artem Lobov, il arrive. Ouais, les gars, mais comme c'était un très beau combat, on va faire revenir le meilleur des combattants de là. C'est une secousse, et j'ai là, sous le cul, avec ma main cassée, en train de voir Artem Lobov revenir. J'étais là, dégoûté. Et pendant le show, bon, tout le monde de la team savait que j'avais la main cassée, donc Conor aussi. Et moi, je voulais prendre un mec petite taille, comme ça, je ne mets que des jabs, et des kicks, et des genoux, et je gagne mon combat comme ça. Et non, ils me disent, non, toi, Mehdi, tu vas prendre Julien Rosa, il est de même style que toi, en plus, c'est un striker, comme toi. Je dis, non, je préfère prendre un... Ouais, mettez-moi plutôt... Non, ça, c'est mieux pour Artem, parce qu'ils font la même taille. Les bâtards, ils sont en train de monter un coup sur moi. Et en fait, ils m'ont mis Julien Rosa, qui est le seul Américain à aller le plus haut possible. Ouais. Tous, ils ont été éliminés, et le seul qui a pas été éliminé, c'est Julien Rosa. Et qui est encore aujourd'hui à l'UFC. Et qui est encore à l'UFC, qui avait plus de 26 combats quand je l'ai affronté. Les bâtards, ils m'ont eu. Et après, voilà, j'ai fait un très beau combat contre lui, et il courait. Hein. Ah, tu le vois, moi j'étais là, j'ai plus senti ma main, et elle était même plus cassée, et je lui tapais coup de coude. Même t'entendais Faber qui disait attention les coudes. Et j'ai arrivé, on a fait un très très beau combat, franchement. Lui et moi, Dana White, il vient me voir à la fin, il me dit pour moi, t'as gagné le combat. Tes coups étaient plus puissants, mais lui, il t'en envoyait un peu plus. Il t'envoyait beaucoup de jabs dégueulasses comme ça, mais il te touchait. Tu vois, parce que moi, je faisais que rentrer. Ouais. Moi, je suis un mec qui rentre. Ouais. Tu vois, et je bloque, et j'aime bien rentrer pour prendre en clinch et pour mettre des coups de coude derrière ou des genoux. Ouais. Et je perds mon combat à la décision, et après, je vais voir le docteur, et main cassée, ils me mettent un plâtre, et voilà, et je fais l'événement, et Artem Lobov gagne il met KO tout le monde. Ouais. Le mec que je gagne, met KO tout le monde. Et voilà, bon, je me remets de ma main, et je m'entraîne pas parce que j'ai la main cassée, et je reprends l'entraînement doucement, coup de fil. Et là, je change de manager, parce qu'il y avait le manager de Conor, qui est Odi Otar, de Paradigm, et qui m'aime bien. En plus, lui, c'est un Irakien, et moi, je m'appelle Bagdad, et il m'aime bien. En plus, il me dit un guerrier, même Conor, il me dit un guerrier, il faut que tu viennes t'entraîner avec nous, je t'adore et tout. Et il me dit, joins-nous avec notre team. Moi, je suis avec Ed Soares, regarde ce que je vais faire. Je vais aller voir Ed Soares, je vais lui dire, regarde, Ed, je sors du teuf, j'ai fait une belle prestation. Si tu me garantis que tu mets à l'UFC, feu. Si tu me dis non, il faut refaire un combat au RFA, je vais signer avec Audi. Il me dit, ah ouais, t'es comme ça. Je fais, non, je préfère te le dire. Ouais. Je suis en face de toi, je te le dis. Et moi, Mehdi, je peux pas te mettre à l'UFC. Et l'autre, il te mettra pas à l'UFC. Il n'y a pas... Ok. Et après, il me dit, par contre, Mehdi, si tu vas avec l'autre, je te veux plus à la Balkans. Je fais, ok, pas de problème. Donc moi, je joins la team d'Anderson Silva.
Donc maintenant, je suis le sparring officiel de Anderson Silva. Quand je dis sparring, c'est pas « Oh, j'ai fait sparring avec Gérard ». Non, non, je suis son sparring. Il me paye en chèque après les combats. Je suis vraiment son sparring officiel. Et Daniel vient m'entraîner à chaque fois chez Anderson Silva à Sassa. Et Daniel c'était un peu compliqué pour lui parce que les combattants, ils l'ont toujours mal respecté parce que en fait les mecs ils se prostituent pour entraîner les stars. Et quand t'as Daniel qui vient avec toute sa famille, il veut gagner sa vie, il doit payer un loyer, il doit payer l'étude pour ses enfants, tu vois. Ouais. Il est là, il dit merde, je me fais pas respecter, tu vois. Donc il en reste qu'un, c'est Mehdi que j'ai mis à l'UFC en espérant qu'il va cartonner. Mais moi j'aime pas m'entraîner. Moi mon rêve c'est d'aller à l'UFC, c'est tout de Daniel, tu vois. Et moi je veux pas être une légende de l'UFC. Je suis pas Benoît Saint-Denis, moi. Moi, je suis... Ton rêve, c'est d'aller à l'UFC, de combattre à l'UFC, c'est tout. Ouais. Et là, au bout d'une semaine d'entraînement, il y a mon manager qui m'appelle Odi Otar. Mehdi, combat à l'UFC, dans 4 jours. Tu remplaces Islam Makhachev, qui doit combattre contre... comment il s'appelle? Le lutteur de ouf, là. Chris Wade. Voilà, tu dois remplacer Islam Makhachev contre Chris Wade, qui était dans le top 10, même top 5, Chris Wade. Bon, fou. Oui. Pas prêt physiquement, pas entraîné. Pas prêt, pas entraîné. Et 14 kilos en trop. Donc galère à perdre du poids. Mais je galère. J'arrive au poids, 500 grammes en trop, on m'enlève le slip, tout ça. Dana White, il voit, il dit au mec... Donc il laisse passer. Et je fais ce combat. Et j'arrive. C'est mon rêve. Je suis là. Je suis à Boston. 40 000 personnes. Je crois que c'est un des plus grands stades de Boston. Et là, mon rêve. Je suis heureux. Je saute de partout. Je suis émerveillé. Ça y est, j'ai atteint mon rêve. Ouais. Je saute de partout. Pour moi, je sais même pas que je suis prêt ou pas prêt. Et là, j'y vais. Bam, on commence. Il m'esquive un crochet gauche, il essaie de m'amener au sol, je le défends bien, il me fait une belle prise de judo, il m'amène au sol, je bloque, même Joe Rogan, il dit waouh, ça se voit que Mehdi, il a une grosse expérience au sol, comment il bloque avec ses genoux, ouais. Et après, je sens un coup de fatigue, devenu de nulle part, j'ai rien compris, et je me sens faible, et je sens que je vais tomber dans les pommes, alors je me laisse un petit peu, il me prend le dos, et quand il me prend le dos, je laisse tout. Et je tape. Et c'est la première fois de ma vie que je tape. Et j'ai dit à Daniel, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc je me lève. Comme je me lève, Daniel, de l'eau. Mais attends, ils vont annoncer, de l'eau, s'il te plaît, je vais tomber dans les pommes. Et il me passe de l'eau et je me suis senti tomber dans les pommes. J'ai failli tomber dans les pommes ce jour, ce combat. Et je perds ce combat. Et pour moi, c'est pas une défaite. Hein. Pour moi, c'est une victoire. Parce que je suis allé à l'UFC. Et deuxième combat, on me propose John Makdessi. Belle préparation. Mon problème, c'est que avec Daniel, on ne faisait pas de camp d'entraînement pour tel type de combattant. On ne dit pas premier round, on va faire ça. Deuxième, nous, c'est guerre. Tu le défonces, c'est tout. Il n'y a pas de. Donc, et John Makdessi, on combat. On doit lui péter les jambes quand même. Et je fais un très très beau combat. Je gagne, pour moi je gagne tous les rounds. Même les mecs chez Sherdog, ils m'annoncent gagnant sur tous les rounds. Et je fais, au troisième round, je le touche. J'ai failli le mettre KO. Il était KO. Et en fait, au lieu de le finir, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de Juji Gatame à la volée. Et tout le monde me dit un jour, il faut que tu le sortes en combat. Et moi, mon rêve... Attends, le mec, il a 1 milliard de rêves. Mon rêve, c'était de faire ce Juji à la volée et de gagner ces $50 000 de bonus de Juji à la volée. Champion du monde de Muay Thai qui fait Juji à la volée. Waouh! Légendaire. Légendaire. Ouais. Et là, je vois un John Makdessi qui est KO. Je vois les yeux, ils sont KO. Au lieu de le finir, moi, je suis là pour faire du show. Je suis pas là pour gagner un combat. Moi, je préfère perdre un combat et gagner des fans que
que gagner un combat et les mecs ils disent ah, moi, j'aime pas trop son style de combat, il gagne pour il a mis au sol. Non moi je m'en fous, moi je suis là pour le show, je suis là pour la bagarre, je suis là pour le spectacle. Tu vois, je suis un acteur. Tu vois, c'est ça pour moi c'est ça. Les gens ils payent un billet pour voir du spectacle. Ils voient pas un billet, ils payent pas un billet pour voir lui gagner, l'autre gagner. Non, c'est comme au cinéma. C'est du divertissement. Tu regardes pas Van Damme qui gagne à la décision. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue, c'est parfait ça comme analogie. Ouais. Tu vois? Et là, je le vois, il est KO, et j'en profite. Je prends son bras. Je le prends, je le mets là. Pour te dire, il est KO. Et je me saute en juji. Et quand je saute en juji, il est il est mou. Et il tombe. Et en fait, le juji, il fonctionne que quand il a une réaction. Il n'a pas de réaction, donc il tombe, et je tombe dans sa garde. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui, quand je tombe, le premier regard que quand je tombe, je vois Khabib qui me regarde et fait ça. Khabib qui était en bord de cage à ce moment-là. En bord, et je le regarde. Et moi je le regarde, je fais... je regarde ça. Et voilà, et quand je tombe, je suis mort. Je suis fatigué. Et je bloque. Et lui aussi, il est plein de sang. Il me met plein de sang là et tout. Et lui, il bloque, il se repose. Il se repose. Après, j'essaie de lui faire un vieux triangle. Et il sort du triangle. Et il se relève. Et il me dit, allez, on se relève. Et on se relève. Et là, je suis mort. Il reste 1 minute 30. Et pendant 1 minute 30, il me tape. Et moi, je suis mort. Je suis fatigué. Et c'est 1 minute 30 qui font que les juges le donnent gagnant. Et pour te dire que ces juges, c'est les mêmes juges, parce qu'à Vegas, c'est des juges de boxe anglaise, parce que c'est la boxe anglaise. Et les mêmes juges, c'est 2 vieilles, je te les montre, hein, et un vieux à la moustache. Et c'est eux qui sont juges pour les combats de boxe anglaise, et qui ont fait Manny Pacquiao, Mayweather. Donc ils se retrouvent à me juger moi. Ça veut dire que John McDessie me met un jab, moi je lui mets un coup de genou ou un coup de coude, en 1-1. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est l'éternel problème. Je lui mets un high kick, lui m'a mis un jab, 1-1. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, j'ai été jugé comme ça. Et je perds mon combat à la décision. Et on me rappelle, 1 mois après, Mehdi, j'ai un combat pour toi. Joe Silva, il a dit un combat. Je fais, je peux pas combattre, je suis à l'hôpital. À ce moment même, j'ai une hernie à enlever. C'est rien, hein, c'est juste à l'enlever. C'est 3 semaines, pas d'entraînement. Mehdi, je l'ai appelé, il m'a dit rien à faire. Et je lui ai envoyé les photos. Je suis à l'hôpital comme ça, avec le petit bracelet de l'hôpital, tu vois, et rien à faire. Si tu combats pas, on te vire de l'UFC. Je peux pas combattre. Et ça passe. Et 2 jours après, ou 1 jour après, ou 2 jours après, je vois annonce Mehdi Bagdad contre je sais même plus comment il s'appelle. Je me suis dit, quoi ça? Je lui ai dit que je voulais pas combattre. Tu vois? Pour te forcer la main, quoi. Pour me forcer. Je lui ai dit, non mais je peux pas combattre, moi. Je ne combats pas. T'as même Daniel qui m'appelle parce qu'à un moment, je m'entraîne un petit peu en anglaise, parce que je voulais m'entraîner pour mes esquives, parce que je me prenais trop de coups. Et je voulais m'entraîner dans les esquives. Je suis avec Daniel, on fait beaucoup d'esquives en contre, mais pas assez d'esquives anglaises, tu vois. Et je voulais m'entraîner un peu en anglaise pour changer un petit peu. Et Daniel, il a vu ça en temps. Il a vu que je m'entraînais ailleurs, en anglaise, et que j'accepte un combat sans lui dire. Il pète un câble, qu'est-ce qui se passe là? Mehdi, t'as accepté un combat sans me dire. Tu veux faire quoi? Tu veux me passer derrière? Je fais, mais Daniel, j'ai rien accepté. J'ai vu. Daniel, je te jure, j'ai rien accepté. Je suis à l'hôpital. Ouais, sauf que l'UFC l'a annoncé et du coup... Pour lui, voilà. Ouais. Donc on s'embrouille. Et 2 jours après cette annonce, il me vire. Je suis viré de l'UFC. Je savais que j'étais viré de l'UFC, parce qu'ils m'ont dit, si tu combats pas, t'es viré. Et après, une petite embrouille avec Daniel, qui était content que j'étais viré de l'UFC, parce qu'il a cru que j'étais passé dans le dos. Ouais. Il appelle mon sponsor, et il lui dit que je suis viré de l'UFC. Bon, je le prends mal, et je lui sors une ancienne histoire que j'aurais jamais dû dire, et on s'embrouille, lui et moi. Et du coup, à ce moment-là,
qu'est-ce que tu ressens? T'es déçu parce que t'as pas eu encore ta victoire à l'UFC ou t'es en mode, de toute façon, j'ai accompli le rêve que je voulais? Enfin, comment tu vois les choses et à ce moment-là, le futur? Alors, déjà, je me sens un peu un petit couteau dans le dos de la part de mon maître, qui est Daniel. Après, je le savais il en pouvait plus des États-Unis. Il en pouvait plus. Il voulait partir. Il en parlait. Il disait, il faut que j'en ai marre des États-Unis. Tu galères, tu gagnes pas d'argent. Voilà. Et je pense qu'il a utilisé ce petit détail. Et en fait, 2 semaines après, il est parti. Il est parti vivre en France. En fait, ce petit couteau dans le dos que j'ai pas aimé, mais je regretterai pas parce que c'est grâce à lui qui m'a fait amener à l'UFC. Et j'ai atteint mon rêve grâce à lui. Et il m'a fait changer ma vie grâce à lui. Donc je le remercie. Et s'il me voit aujourd'hui, encore merci. Et encore désolé pour les conneries que j'ai sorties derrière. Parce que... Ouais, il y avait du... Voilà, c'était sous des embrouilles et l'énervement. Voilà, ouais. et j'ai peur de perdre mon sponsor. Et je l'ai perdu, mon sponsor. Hein. Bon, voilà, j'oublie. Et je lui ai même... je lui ai même dit que j'étais vraiment désolé sur Instagram. Bon, bref. Et Joe Silva, j'avais vraiment une haine contre lui et il savait pas que j'avais des contacts sur les sites internet. Et j'ai au moins 10, 12 sites internet qui me contactent et on commence à faire le buzz. Mehdi Bagdad, viré de l'UFC parce qu'il n'a pas voulu combattre, blessé. Joe Silva oblige Mehdi Bagdad de combattre blessé à l'UFC. Plein, t'en as plein, t'en as au moins 12. Tu vois? Et même tu tapes sur internet, il y en a plein qui ont disparu, hein, mais il y en a 8, 9. Ouais, on a été voir tout à l'heure, c'est direct. Et 2 semaines plus tard, comme par magie, je sais pas si c'est moi ou quoi que ce soit, mais moi il y a des avocats qui sont venus me voir, des gros avocats qui voulaient se payer l'UFC. les avocats, et c'est leur métier là-bas. Tu fais un accident, ouais. Voilà, c'est leur métier. Donc là, ils ont profité, on va les tuer, l'UFC. On va prendre beaucoup d'argent. Et là, plus de Joe Silva. Il sort de l'UFC. Et 1 semaine après, l'UFC me rappelle. Oui, Mehdi, on a pensé te refaire venir ton dernier combat qu'on t'a enlevé, mais on va te faire revenir à Tough Redemption, The Ultimate Fighter Redemption, et on te met une signature de ton combat. Ok, moi je suis séduit. En plus, un deuxième Tough. Ouais. Oh, moi, mon rêve, c'est d'aller à l'UFC. Je fais un Tough. Waouh, 2 Tough. Et des combats à l'UFC. Attends, j'ai pas demandé tout ça, moi, tu vois. En plus, moi, je veux faire du show. Donc, quand tu rentres dans le Tough, tu mets les lunettes, tu fais le beau. C'est le show, tu vois. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Ouais. De l'acting. Je voulais jouer mon rôle. Un rôle. Le sultan. C'est un rôle que je voulais me donner. Maintenant, tu me vois dans la rue, et pas de sultan. Hein. Moi, tu me vois dans la rue, je suis un joueur de pétanque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était pour le show. Le show, sur le temps en temps, tu vois. et je fais le Tough. Je prends Jesse Taylor, tu vois, qui me fait le double. Bon, bref. Je perds la décision. J'ai failli le mettre KO. Mais tout le monde a été surpris. J'ai failli le mettre KO. Et lui soumet tout le monde. Je suis le seul qui ne soumet pas. Et des ceintures noires, hein, il soumet. Je suis le seul qui ne soumet pas. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir pu montrer mon sol. Parce que j'ai un très bon sol. Et une très bonne lutte. J'amène beaucoup de gens au sol. Et lui, il n'arrive pas à me soumettre. Et j'ai failli le mettre KO. Et il gagne le Tough. Et 1 mois après, il est détecté positif. Oh. Donc il gagne le Tough. Et en fait, il est positif à la testo. Mais ça y est, c'est fini. Il nous a tous éliminés. Et, puis voilà. Et moi, il me reste un combat à l'UFC. Et au fur et à mesure, je rencontre beaucoup de gens. J'avais déjà rencontré le prince du Bahreïn. Mais on m'avait juste invité au Brave à l'époque. J'avais rencontré le prince. Et j'avais des amis qui travaillaient avec le prince. Et il me dit, Mehdi, si tu veux, on te fait combattre au Brave. Je fais, vas-y, avec plaisir, mais moi je veux une belle bourse. Parce qu'il me reste un combat à l'UFC quand même. Hein. T'inquiète pas. Viens, rencontre le prince. Donc je suis parti en vacances avec le prince. On est parti au Cap-Vert ensemble. Je me rappelle dans la piscine, il me dit, Mehdi, alors, c'est quand tu combats pour nous?
Tu comprends, avec le président, on est en train de négocier, mais il veut pas me mettre un... Combien tu veux? Ouf. Franchement, moi, je veux... Si j'ai ça, tant, je combats. C'est 3 fois plus que l'UFC me paye. Il me dit, khalas. Il me serre la main dans la piscine. Juste comme ça. Juste comme ça. Oh purée. Donc, les mecs qui m'ont fait présenter le prince, ils s'occupent genre, ils me managent, tu vois, et ils me font signer un contrat de 3 combats avec ses primes. Et pour te dire, le président, il a même mal pris que je signe des primes de malade. Et pour te dire, il a voulu mettre que des top. Je me rappelle, premier combat, je combats un Polonais, j'ai la main cassée, une semaine avant. On me met Ouais, un antidouleur. On me pique, et j'aurais jamais dû me faire piquer parce que j'ai pas senti ma main. Et je perds un combat à décision dégueulasse, le combat. Il me faisait que me coller contre la cage. Et ils ont laissé comme ça. Même lui, à la fin, il me dit, c'était mon rêve de gagner. Oh. Parce que lui, peut-être son rêve, c'était d'aller à l'UFC. Et il y en a, leur rêve, c'est de gagner un combattant de l'UFC. C'est ce qui se passe. Quand je vais au Brésil, t'as des mecs qui ont des 10-0. Quand je fais des sparring avec eux, ils veulent me tuer. Parce que vétéran de l'UFC. Ouais. Pour eux, s'ils arrivent à me faire... à me tuer à l'entraînement, ils ont le niveau UFC. Ouais. Et voilà. Et deuxième combat, ils me mettent un autre Brésilien qui a 12-1. Un tueur. Qui vient de gagner Jesias Calvacante. Par KO. Gros combat. Et moi, j'ai dit que tu sais quoi? Lui, je vais le gagner. De sûr, à 100%, je le gagne. Par contre, je vais pas faire de show comme avant. Ils veulent m'avoir, ils veulent me mettre un tueur, parce qu'il met des gros KO, ils vont pas m'avoir. Je vais faire un combat dégueulasse, mais je vais le gagner. Qu'est-ce que je fais? Combat dégueulasse. Je le mets 3 fois, toutes les rounds, je le mets au sol. Je prends au clinch, je fais des feintes de coups de genou, il monte le genou pour pas que je lui mette coup de genou, je le mets au sol, takedown de Muay Thai. Je fais takedown de Muay Thai, je le bloque un petit peu, je le tape un peu, et je marque des points, et on se relève. Et après, pareil, des combats dégueulasses. Et je gagne mon combat. Les mecs du Pride, du Brave, ils avaient la haine. Parce qu'ils ont dit, il a gagné un tueur. Et le mec, ça devait être le prochain pour la ceinture. Et qui partent à l'UFC. Et voilà, et troisième combat. Je suis en Arabie Saoudite. C'était mon rêve de combattre un jour en Arabie Saoudite. Et le mec, il vient 6-7 kilos en trop. J'arrive en Arabie Saoudite, le mec il vient 6-7 kilos en trop. Il me fait un tralala, il parle en anglais. Et normalement il parle en arabe, c'est un Libanais. Et ouais, il tombait dans les pommes pour que j'entende. Je vais regarder. Si vous voulez, demain il est au même poids, je le combats. Mais demain matin, s'il est au même poids, je le combats. Ah non, mais demain il va être. S'il n'est pas au poids demain, je ne le combats pas. 6 kilos, 7 kilos, vous rigolez ou quoi? Ouais. Si c'est 1 kilo, peut-être, mais pas 7 kilos. Ouais. Et surtout, ce mec, il combattait que à 83 kilos, et tous les combats qu'il a fait à 77, il a jamais été au poids. Et là, il a accepté un combat à 74. Et en fait, lui, ça a été la même chose. Il a voulu gagner un combattant de l'UFC. Ouais, c'était son kiff. Qu'il fasse 5-6 kilos en trop, c'est pas grave, on va lui retirer 20% ou 30% de sa prime. Mais au moins, il a gagné. Mais moi, je suis pas un faire valoir. Voilà, je suis pas un faire valoir, je suis pas un jouet, moi, laisse-moi tranquille, tu vois. Ouais. Avec qui j'ai fait, mais j'ai pris ma demi-prime. Et je suis allé faire la Ramana en Arabie Saoudite. Pas belle la vie, je suis payé. J'ai fait le rêve de pas mal de musulmans qui veulent aller faire le Hajj. Et voilà, et voilà, et après, voilà, enfin, une petite fin de carrière. Tranquille et voilà, maintenant je fais pas mal d'autres choses, je suis beaucoup dans l'investissement sportif, j'ai rencontré pas mal de belles personnes grâce au fight et grâce à ce truc de sultan, de ça, parce que je travaille beaucoup avec des gens du Moyen-Orient et maintenant si je recombats, bon, c'est moi qui va faire mes propres événements ou co-organiser. Je pense en faire un dernier peut-être en Arabie Saoudite ou un à Toulon, dans ma ville, où j'ai commencé. Et voilà, mais je combattrai pour le plaisir. Ouais. Vraiment. Parce que t'en as plus besoin, là, c'est juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Ouais. Voilà, juste pour le kiff, ramener mes amis.
et le faire dans la ville où tout a commencé. Parce que j'ai commencé dans la ville de Toulon à l'âge de 17 ans. Et voilà. Donc si vous revoyez à faire un combat d'MMA, ça sera dans ma ville à Toulon. Pour accrocher les gants. Et la boucle sera bouclée, quoi. Exactement. Moi, j'ai atteint mon rêve. Et maintenant, ce que je conseille aux jeunes qui ont pas qui ont des rêves, que ce soit n'importe quoi, allez jusqu'au fond. N'écoutez personne. Foncez. Moi, comme je dis, j'ai un ami qui, à 34 ans, il est parti au Brésil. Il a fait juste un visa d'endroit et il a fini avocat au barreau de Rio. Tout est possible. Si tu veux être n'importe quoi dans la vie, tout est possible. Moi, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. J'ai mis 12 ans, j'ai galéré, mais j'avais que ça en tête. Voilà, j'avais rien d'autre. Eh bien, j'ai réussi. Donc, si vous avez un rêve, ne pensez pas que c'est un rêve, parce que le rêve, c'est fait que pour quand tu dors. C'est un but. Foncez, et vous y arriverez. Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui sont peut-être au même endroit où là, t'en étais toi à 15 ans, qui se disent que soit aller faire le djihad en Syrie, ou je sais pas, ou enfin n'importe quoi, ou des attentats en France, ou n'importe quoi, et qui peut-être parce que soit ils sont du coup isolés, ou parce qu'ils se sentent exclus, quoi que ce soit, toi qui as été à cet endroit-là, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ben, essayez d'ouvrir votre esprit et de voir, de pas penser, comme j'ai dit tout à l'heure, de pas penser qu'on est enterré vivant, on est dans un endroit sombre et on ne pourra pas y sortir, on est en train de se faire enterrer. Non. En fait, on est en train de repousser. On est en train de se replanter, en fait. C'est juste ça. Ne pensez pas que vous êtes enterré. Pensez que vous allez vous replanter pour faire une nouvelle vie. La vie, une vie, c'est magnifique. Et une vie, on peut avoir une nouvelle vie à 40 ans. De 40 ans à 60 ans. De 50 ans à 70 ans. On peut avoir une nouvelle vie. Donc ne pensez pas qu'il y a des âges... à 15 ans, non, il faut se marier à tel âge. Non, ne pensez pas ça. Foncez à n'importe quel âge. Ne dites pas que à 18 ans, je voulais être joueur de foot, soccer player. Moi, j'ai un ami, Adil Rami. À 19 ans, il était pro dans le foot. Et moi, je me rappelle, je faisais des tours de rond-point à Fréjus. Il était en train d'enlever les mauvaises herbes sur les ronds-points à 18 ans ou 19 ans. Adil Rami ? Adil Rami. Wow. On faisait des tours de rond-points, on klaxonnait, on le faisait remarquer. Adil et à 19 ans et demi, il est parti, il a eu un essai à Lille et il a joué pro. Purée, je savais même pas ça. Et c'est un très bon ami à moi. Donc la vie, il n'y a pas d'âge. On nous met, en fait, on nous met dans une matrix et on pense qu'on est coincé dans cette bulle. Il faut l'éclater, la bulle. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux être juge, tu peux être avocat, tout est possible. C'est eux qui te disent, va sur le chantier, t'as pas de bonnes notes, tu peux pas. Tu peux tout devenir. Tu peux créer des choses. Tu peux créer un site internet, tu peux créer une application, si tu veux créer toi-même des choses, tu peux les créer. Ouais. Tu peux vendre tout ce que tu veux. Surtout vendre. Aujourd'hui où tu peux tout apprendre, même tout seul sur internet. Voilà. Et tout. Ouais. Pense pas, je vais faire youtubeur, je vais faire... Non, tu peux faire 1 milliard de choses. Et ne pense pas que c'est que ce style de personne qui peut faire ça. Toi aussi, tu peux le devenir. Voilà, difficile de faire mieux comme conclusion. Et pour terminer, là on en arrive à la fin de ce podcast. Il y a, à la limite, il y a peut-être aussi une toute dernière anecdote, maintenant que j'y pense, que forcément je peux pas ne pas te le demander, si tu veux bien me la raconter, c'est, je vais juste dire le mot-clé, gâteau. Ah ouais. Mais en fait, un jour, j'ai un combat de prévu, dernière minute, et je dormais dans une grande maison, et c'était un ancien trafiquant de drogue. Il ramenait la bœuf du nord de la Californie. Et il aimait bien cuisiner, ce mec, tu vois. Il avait ses nièces et ses neveux qui venaient de temps en temps, il leur faisait à manger, il faisait des gâteaux pour eux, tout ça. Et moi, un matin, je me réveille, pour le jour de mon combat, bien dormi, et je tape dans le frigo, je vois, il a fait des gâteaux. Et je dis, c'est pour ses nièces, tu vois, gâteau à la fraise. Et moi, je prends une part de gâteau et je mange.
Et après, je fais mon petit repas, tranquille avec mes œufs, tac, 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 tac. Et lui, il se réveille, hé, Mehdi, ça va, ouais, t'as bien dormi? Ouais, t'es prêt ce soir? Parfait, je vais le tuer. Ouais, ben. Et il ouvre le frigo, il me dit, Mehdi, quoi? C'est toi qui as touché le gâteau? Ouais. Il me fait ça. Et je comprends direct dans ses yeux. Quoi? Non! Non! Stop! Non! Mais oui, Mehdi, tu sais que tous les gâteaux que je fais, c'est... Mais je croyais que c'était que la brownie, moi! Parce que j'ai déjà tapé dans des brownies sans faire esprit quand la première fois que je suis venu en Californie, j'ai fini à l'hôpital. Mais je croyais que c'était que le brownie! Mais non, mais tu sais tous les trucs que je fais, moi ça la beuh, putain! Je fais comment? J'appelle Daniel, j'ai mangé gâteau à la beuh. Encore? Mais t'es là! On galère à trouver des combats! Non, tu le prends ce combat! Je m'en bats les couilles! Bah ok, oui, je le prends, mais je suis défoncé! Et on arrive, bon ça va, c'était un combat entre guillemets facile, dans une caserne indienne, et je me rappelle, Daniel me dit, Mehdi, dans une demi-heure le combat il commence, échauffe-toi un peu. Daniel, je peux pas m'échauffer, je vais utiliser toute l'énergie qui me reste. J'ai un peu d'énergie, laisse-la moi, t'inquiète pas. Il m'annonce, Mehdi, et je pars en courant, mais comme un fou, je pars en courant. Daniel n'arrive même pas à me suivre, je pars en courant, et j'arrive... J'ai les yeux de partout. Ready? Ouais, ready? Go, je sais pas ce que je fais. Je lui mets un crochet, il tombe. Comme il tombe, je saute dessus et je lui mets un KO. Et j'ai fait mettre KO dans le truc. Et voilà, je gagne mon combat par KO. Et cette photo de ce combat, tu la vois sur ma photo de mon Sherdog. Et tu le vois, les yeux, j'ai les yeux rouges. Et voilà, c'est l'anecdote du gâteau à la beuh que j'ai combattu. Ça va, il n'y a pas de contrôle positif parce que c'était dans une réserve indienne. Ouais, donc on sait que là-bas, voilà. C'est fête du slip. Bah, Mehdi, on va pas te prendre plus de temps. Merci infiniment d'être venu raconter ton histoire ici. Enfin, c'est un film, on aurait dit c'est pas possible, c'est pas réaliste. Et c'est ta vie. Et t'en es encore qu'à même pas la moitié. Merci pour tout. Est-ce que tu as un message peut-être avant de terminer pour ceux qui te soutiennent ou pour tes fans? Ouais, si vous voulez me suivre sur Insta, je mets pas mal de bonnes choses sur Insta qui font pas mal marrer. Et un gros courage à tous ces Français ou ces binationaux qui font du MMA maintenant en France. Le MMA est en train d'exploser. Foncez. N'ayez pas peur de foncer, n'ayez pas peur d'accepter des nouveaux défis. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'UFC. Maintenant, il y a des bons événements comme le PFL, comme le Bellator, comme le ONE FC, comme même voilà, il y a des très bons événements. Foncez, éclatez-vous, soyez champion comme vous voulez l'être. Ne soyez pas champion comme on vous fait croire qu'il faut l'être. Voilà. Bah voilà, champion dans la vie quoi. Bah Mehdi, merci beaucoup. Merci à toi mon frérot. Et puis bah à très bientôt. Et puis de toute façon, il y a sûrement un livre un jour qui sortira. Donc les gars, là ça va être incroyable. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi frérot.